Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à Nabil Haïnès. Exergue. La fin est dans le commencement, et cependant on continue. Samuel Beckett, fin de partie. Paris, les éditions de Minuit, 1952, page 89. Plus nous sommes proches de la psychanalyse amusante, plus c'est la véritable psychanalyse. Gilles Lacan, Le Séminaire, livre 1. Les écrits techniques de Freud, Paris, Seuil, 1975, page 91. Je vais sur le pont. Si quelqu'un me sourit en chemin, je ne sauterai pas. Citation du psychiatre Jérôme Arthur Moto. Avertissement. Les cas présentés ici sont tous absolument réels. Seuls les noms ont été changés, et la situation modifiée quand elle rendait le patient par trop identifiable. Dans ce cas, les éléments remplacés l'ont été par d'autres ayant une teneur tout à fait équivalente. Il est important également de souligner qu'il ne s'agit pas de cas fermés, au sens où fermé vaudrait pour résolu, compris, expliqué et par là même rassurant aussi. Quasiment tous les cas sont totalement ouverts. Il y a plein de pistes, parfois obscures, parfois moins, mais pas de résolution, car même Mabrouk ne peut détenir la vérité d'un sujet. La présentation des cas cliniques et leur élaboration est sans doute le plan principal de ce livre. Il est néanmoins accompagné d'un autre. La vie de l'équipe des urgences psychiatriques, les interactions entre les différents membres qui la composent, leur caractère, leur dynamique interne, le tout présenté par la voix d'un psychiatre qui est aussi le narrateur. En vrai, il existe un troisième plan du livre. Il est constitué par les notes. Elles sont là pour étayer certains propos qui, surtout à cause du contexte auquel ils appartiennent, pourraient sembler absurdes ou forcés. Pour éviter justement cet écueil, il est apparu souhaitable de constituer un réseau de notes qui permettront au lecteur de ne pas se laisser entraîner dans un monde à l'apparence fantasque tout en pouvant en jouir pleinement. Les notes ont alors principalement un rôle de garde-fou. Remerciements. Je remercie toute l'équipe d'avoir participé à ces joutes, parfois à son insu, et d'avoir aussi pu supporter Mabrouk, notre divan. S'agissant d'une psychopathologie à marée basse, il a fallu parfois faire très vite avant que la mer ne revienne. Nous travaillons au sein des urgences et nous nous sommes appropriés cet aphorisme. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. On ne sait pas pour l'instant d'où Mabrouk, notre divan, tient cette citation. De Victor ? Ma reconnaissance va aussi à tous ceux qui ont participé au montage des scènes et accepté de se prêter à un jeu inhabituel, game pour les uns et play pour les autres, sans oublier les patients sans qui rien n'aurait été possible. Le moment de partage est certainement cet ouvrage qui leur est dédié. Les soignants n'ont ménagé aucun effort pour continuer à promettre l'objet convoité ou désiré sans jamais le céder. C'est le prix à payer pour donner une figure, quand ce n'est pas une couleur, à la souffrance des patients. Nous avons été toujours attentifs aux propos des patients, car nous n'avons jamais douté que ces derniers, dans leur entreprise autolytique, ne font que poser une question à laquelle il fallait répondre et qui jouxte tantôt une angoisse, une souffrance, et parfois même un effroi. La tentative de suicide apparaît alors comme une tentative de soulager une souffrance, et pas obligatoirement de mettre fin à une vie. Nous avons été attentifs à la liberté de parole quoi qu'on en dise. Pour certains, une autre solution que le suicide, en mesure d'apaiser les souffrances psychiques du moment, peut être presque immédiatement efficace à court terme. Il s'agit là de l'effet métastable du processus suicidaire pointé par le Dr Pierre. Mabrouk ne récuse pas mais propose, contrairement au Dr Pierre, une simple chic note discursive qui viendrait transformer la perte en manque, dans les cas heureux. D'autres fois, il suffit d'augmenter le volume sonore de la souffrance du patient pour enfin l'entendre, mais ce n'est pas sans tact et moult précautions. Surtout dans ce siècle XXIe, où les murs sont devenus subitement sourds. La technologie, la fragmentation, l'attitude comptable et la transparence sont passés par là. Il ne faut pas se méprendre, le patient suicidaire ou suicidant n'arrive jamais les mains vides. Il a dans la majorité des cas une théorie sur ce qui lui arrive, et c'est une opportunité dont il faut se saisir. Le pictogramme chinois est là pour en témoigner. Le mot crise dans la langue chinoise désigne à la fois crise et opportunité. On est amené, dans certaines situations,
à relire avec le patient son histoire, dans l'espoir de déceler un chemin de traverse jusque-là invisible ou défendu susceptible de privilégier l'effet sur le résultat, ouvrant ainsi l'espoir d'un avenir meilleur. On aura ainsi transformé l'essai, passant d'une répétition aliénante à un recommencement qui n'écarte pas le sujet. Parole de Guy, dernière arrivée dans le comité secret de Mabrouk. Et ce n'est pas sans intérêt. Guy aime à répéter la maxime de Kurt Lewin, liberté des contenus et fixité des procédures. Stéphane, l'enfant terrible de cet ouvrage, a pensé que Guy a ainsi mis un peu d'huile dans la structure. Pour l'anecdote, certains ont été jusqu'à consulter le maître sur le cas de la jeune homosexuelle. Cette dernière, comme on le sait, avait fait une tentative de suicide. Sa réponse a été « Lisez-moi. C'est largement suffisant. Je n'ai pas de temps à vous accorder. Je suis en séance. » On apprendra très vite par Mélanie, croisée sur le chemin de retour, que l'objet de la séance était Anna. On ne voit pas trop le rapport, du moins pour l'instant. Aujourd'hui, on pense tous que Mabrouk n'a pas voulu aller plus loin, ce dernier sujet étant sensible selon les spécialistes de la question. Sans doute qu'il l'abordera un jour ou l'autre. Peut-être le laissera-t-il au plus ancien du comité secret, en l'occurrence Mustapha. Tout le monde pense tout bas que Mabrouk et Mustapha, c'est kiff-kiff. Introduction. Notre équipe est confrontée depuis fort longtemps à la tentative de suicide, et à la crise suicidaire. Elle est composée de psychiatres, psychologues, infirmiers, d'une assistante sociale et d'une secrétaire. Bien d'autres vont nous rejoindre en cours de chemin. Durant ce périple, notre chemin croisera de nombreux stagiaires venant de tout horizon. Le lieu et la période durant laquelle les situations traitées dans cet ouvrage se sont déroulées importent peu. Ça peut être dans n'importe quel hôpital de l'Hexagone. Bien que confrontée à des vents en majorité contraires, cette équipe utilise tous les moyens dont elle peut disposer et s'inspire de tout concept en mesure de favoriser une évolution heureuse. Nous rencontrons régulièrement des patients suicidaires ou suicidants dont le traumatisme, pour les uns, est a priori désigné ou supposé par la personne ou son entourage. Pour d'autres, la prise en charge nécessite en général palabres, discussions, confrontations et avis divers. Le plus souvent il s'agit de trouver l'élément déclencheur ou précipitant, désigné ou implicite, les forces en jeu, et le terreau subjectif sur lequel la scène s'est érigée. Nous avons comme habitude de nous référer en général à une sorte de valse, qui peut être infernale, à 3 temps. Le temps du sacrifice, où il n'y a rien à dire, qui est à éviter à tout prix, celui du procès où il s'agit de gagner ou perdre. Qui dit procès sous-entend un tiers, c'est-à-dire une instance qui départage, et enfin le temps du partage où il s'agit d'accepter l'autre ou une partie de lui sans aucune contrainte, s'identifier en quelque sorte. C'est une approche, anthropologique, qui nous permet de disposer du cadre subjectif dans lequel le processus mortifère a vu le jour. C'est aussi être attentif à la nature du temps dont il s'agit. À quelle période le sablier a coincé. C'est parfois l'histoire presque naturelle d'un grain de sable qui, au lieu de donner une perle, a donné autre chose. Quoi? Enfin, s'agit-il d'une scène qui s'est déroulée dans un temps distribué? Ou au contraire, s'agissait-il d'un temps moyenâgeux ou indépassable? Mabrouk est adepte jusqu'à un certain point de la maxime de Mark Twain, l'histoire ne se répète pas, elle rime. Nous travaillons avec un dispositif, initié d'abord par le patient quand c'est possible, c'est-à-dire qu'a priori nous sommes suggestibles à l'interprétation que donne le patient de ce qui lui est arrivé. C'est le premier temps. Dans un deuxième temps, c'est l'équipe qui apporte sa propre analyse de la situation, elle interprète pourrait-on dire. Il s'agit de trouver une sorte d'adresse au patient, tout en n'omettant pas un point essentiel. Le lieu d'où il est parti. C'est en désignant ce lieu qu'on pourra envisager une destination possible. Il s'agit parfois de revenir aux quelques objets délaissés ou oubliés lors de la traversée, dont le corps est le passage obligé. À ce sujet, on citera un passage de l'intervention du Dr Pierre lors des journées du GEPS, où il énonça que l'indispensable à tout acte dans l'expérience humaine, fût-il suicidaire, est le corps. Quel que soit l'endroit d'où l'on vient et quelle que soit notre destination, on a tendance à laisser quelque chose derrière soi, mais on emporte toujours son propre corps, même si la mémoire défaille ou que l'histoire tressaille. On pourrait dire qu'il est impératif que la distance entre ce lieu de départ et le point de rupture soit comptée, traitée,
que ce soit par le patient ou par son entourage. Quand ce n'est pas le cas, c'est à nous de lui proposer une distance ou un récit acceptable. C'est déjà une proximité. Le troisième temps implique les deux partenaires, et vient confondre leurs points de vue ou interprétations respectifs. C'est une sorte de compromis entre l'interprétation du patient, toujours fondée, et les effets suscités par la rencontre entre le patient et nous. Ces derniers sont escomptés thérapeutiques. Mais pas toujours. Le résultat est inévitablement en lien avec le degré d'implication du patient et la force des contraintes qui se sont exercées sur lui, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Et aussi l'attention qui lui a été portée, ou pas. L'attitude du patient peut se résumer en une idéalisation de l'équipe ou du thérapeute, ou au contraire, en un sentiment de laisser pour compte qui vient animer des revendications ou les faire vivre quand ce ne sont pas des persécutions. On serait tenté de se référer aux recommandations professionnelles établies par un collège d'experts, ANAES, qui nous suggère vivement, quant à la prise en charge des adolescents après une tentative de suicide, de procéder à une triple évaluation. Une évaluation somatique, psychologique et sociale. Mais il sera parfois très difficile de dissocier le corps de ses tenants et aboutissants. Tout simplement parce que le corps reste pour le moins subtil. 21e siècle. Notre équipe a bénéficié d'un nouvel outil d'évaluation de la crise suicidaire, qu'on commence à peine à utiliser véritablement, l'évaluation du potentiel suicidaire. Comme son nom ne l'indique pas, il s'agit aussi d'une évaluation en 3 temps. Il s'agit d'évaluer le risque, l'urgence et le danger. Ce dernier triptyque invite un deuxième triptyque. Il s'agit de voir, par exemple pour le risque, s'il s'agit d'un risque faible, moyen ou élevé, et ainsi de suite pour l'urgence et le danger. On n'oubliera pas de préciser que notre équipe est composée de professionnels ayant des formations différentes et appartenant à divers horizons cliniques. Et ça ne nous a jamais posé problème. Il faut dire que notre préoccupation essentielle est l'accueil et le traitement des patients. Peut-être, une attention particulière à la subjectivité que recèle tout être humain sans en faire une totalité car le risque d'asphyxie existe. Même quand l'attention est extrêmement bonne. Winnicott nous inciterait plutôt à une intention suffisamment bonne, sans plus. Il s'agit de garder un jeu. Notre tâche n'a pas été facilitée par la nouvelle politique de santé, avec une approche comptable faite d'évaluation, de fragmentation et un intérêt, qui nous semble tout à fait fou de l'institution hospitalière pour le risque zéro. Nous leur avons souvent répondu que le risque zéro, si en vogue à en référer au DICO, devient presque indéfinissable, voire caduque. Concrètement, le zéro reste tout de même un ensemble, même s'il lui arrive d'être vide. Il est une valeur, même nulle. Les difficultés restent malgré tout gérables. Nos petits conflits, très certainement liés aux soubresauts pulsionnels et institutionnels, ne débordent que rarement, bien qu'il s'agisse d'une époque où il y en a trop ou pas assez, du père, entre autres. C'est notre époque, et prenons-la comme elle vient, en attendant pourquoi pas un miracle. Un champollion, une lumière qui n'aveugle pas trop ou que quelqu'un de l'équipe gratte un peu plus sur la vieille cafetière pour la débarrasser des restes d'hier, pour enfin lire dans son marque. Elle supporte depuis longtemps un filtre métallique, conique, ou presque entonnoir, qui lui dicte la mesure. Mais nous n'avons rien perdu pour attendre. Et voilà que, un jour, le vieux divan installé depuis fort longtemps dans le bureau qui fait face à notre secrétariat se mit à parler. Depuis ce moment, il est devenu un acteur majeur de notre équipe. C'est ainsi que notre outil de travail s'est enrichi, à ne pas en douter, d'une nouvelle trilogie. Le divan appelle ça une triangulation, parfois il emploie un mot plutôt savant, tiercisation. Sa recette. Soit le patient a conscience qu'il a subi un traumatisme, c'est le cas le plus habituel, soit le patient n'en décline pas, et alors Mabrouk lui en propose un à dessein, une sorte de catalyseur. Il s'agit parfois du traumatisme de la naissance, ce que refuse rarement l'usager. Mabrouk, lui, il recommande, le traumatisme dit bénéfique par les spécialistes. Comme nous allons le voir, Mabrouk nous a aidés depuis à maintenir un état de veille psychique, malgré les conditions difficiles et le surcroît de chiffres, à une époque où l'hyperactivité semble avoir trouvé un appui dans une hypermodernité, dont le leitmotiv reste la maximalisation des gains et la minimalisation des pertes. Tout le monde a tendance à oublier qu'une absence peut être fondamentale et pourquoi pas fondatrice,
et que le partage, même d'une culpabilité, peut parfois être essentiel. Il suffit juste que le bon sens l'emporte. C'est-à-dire savoir de quels objets parle-t-on. Selon Mabrouk, ce bon sens ne dure qu'un instant, le temps de s'apercevoir que l'objet en question n'est pas le bon. Il peut être parfois déjà trop tard. Il nous a toujours conseillé de veiller à ce que la porte de l'absence ne soit jamais condamnée. De l'objet, il a toujours affirmé sa présence ou celle de son représentant dans la scène suicidaire. C'est la conséquence, dit-il, de l'échec heureux pour la circonstance de la tentative de suicide. Le suicidant étant cette fois-ci à l'extérieur de la scène, alors il faut absolument redoubler d'efforts pour trouver ce qui représente le propre corps du patient dans la scène. C'est un exercice qui n'est pas aisé du tout. Pour lui, il y a 3 catégories de patients suicidants, ceux qui répètent, ceux qui recommencent et ceux qui font autre chose. La différence entre les 3 résiderait, selon lui, dans le lieu qu'occuperait le dit objet, représentant du patient. Cette façon de voir est l'approche dite topologique. Il a souvent dit que nous travaillons dans des conditions très difficiles où le risque suicidaire est potentiel, tandis que l'approche sécuritaire est au maximum. Alors, il suggère de procéder par circonscrire l'espace dévolu. Celui qui recommence, celui qui répète et celui qui fait autre chose appartiennent à un même ensemble, celui des suicidaires en général et des suicidants en particulier. Et ce n'est pas tout selon Mabrouk. Partant du principe que les 3 kidams cités sont sauvés pour l'instant, et contemplent non sans attention le lieu où ils continuent à avoir des effets, ils se voient alors faire, alors qu'au moment de l'acte ils étaient occupés à faire. Chacun d'une certaine façon, appartient finalement à un ensemble qui ne le contient plus ou presque. Mabrouk, dans un exercice de style qui s'est avéré n'être qu'une piètre caricature de Russell, nous a posé une question à laquelle il a jugé bon de répondre tout seul sans attendre la moindre participation de notre part. Existe-t-il un ensemble de tous les ensembles qui ne se comprennent pas eux-mêmes ? Imaginons que oui. Où est-ce que vous allez le mettre ? Si vous le mettez dans ce dernier, il fera trou, si vous ne le mettez pas, il sera incomplet. Partant de là, il a vite suggéré que certains patients suicidaires n'ont plus que le choix de faire l'objet venant combler le trou ou tout simplement de finir en un trou sans bord. Et ce n'est pas sans humour de la part de Stéphane, attention. Regardez devant vous, trou en formation. Pour Mabrouk, ce trou est ainsi comblé momentanément, par l'objet représentant qu'on doit approcher au plus vite avant qu'il ne disparaisse ou ne se transforme en un gisant, et ce, quel qu'en soit le prix. Puisque la mise de départ a été une vie humaine. Si d'aventure ce représentant venait à nous échapper, la scène deviendrait vite incomplète. C'est probablement une des adresses du suicide, d'où l'énigme. C'est ainsi que nous sommes parfois amenés à traiter les situations selon 3 dimensions. Une dimension dynamique, la seconde économique et la troisième topique. Ces 3 dimensions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais chacune a les préférences de l'un ou de l'autre intervenant de l'équipe. Une seule précaution s'impose, Mabrouk n'arrête pas de répéter. On n'ouvre que les portes que l'on peut refermer. A-t-il peur des courants d'air ? Ou craint-il d'oublier le code ? Nous serons parfois amenés à résoudre, mais ce n'est pas obligatoire, quelques paradoxes qu'aime distiller Mabrouk, faisant largement pâle figure devant ceux de Russell. Il s'agit beaucoup plus de sa façon à lui de mettre de la concrétude, quitte à caricaturer. Pour l'exemple, il n'a pas hésité à nous encourager à nous exercer à travailler dans des espaces où tout parapluie est incapable de se déployer. C'est un espace à la fois restreint et grand ouvert, possible, psychique, autrement dit topologique. Où le mot n'est ni satisfait de son objet ni complet. On l'apprend et c'est lui qui nous prend, à bras le corps. C'est un tueur invétéré, c'est dit et c'est fait, puis nulle trace, nulle empreinte et pas la moindre odeur. En pratique, les patients sont accueillis au sein des urgences par un binôme de soignants dans la majorité des cas. Une présentation clinique fait suite le premier mercredi du mois en présence de Mabrouk. Le temps est presque solennel, voulu par Mabrouk, entouré de ses cadres Nathalie et Jean-Louis. Il ne tolère aucun manquement. Une autre présentation clinique peut avoir lieu le deuxième mercredi, plus libre cette fois-ci, qui ne traite pas obligatoirement de la tentative de suicide, mais c'est assez rare. La parole y est plus aisée et le cadre moins rigide, sauf si Mabrouk n'est pas d'accord. Stéphane, l'enfant terrible de l'équipe, peut en abuser.
Il faut dire que Mabrouk a tendance à fermer les yeux quand il s'agit de lui. Le docteur Pierre, psychiatre de l'unité, n'est pas d'accord et le fait savoir. Le deuxième samedi du mois, tous les trimestres, est le jour de la présentation principale. Ce jour est consacré au cas choisi par Mabrouk. Il s'agit souvent d'une situation clinique qui interroge plus d'un et qui nécessite une palabre, parfois en présence d'invités mis en demeure par Mabrouk d'apporter leur expertise. Mais ce n'est pas sans conséquence pour l'élu, celui qui va avoir l'honneur de présenter le cas clinique. Désormais, cette personne qui a obtenu le sésame si convoité par tout un chacun, peut être invitée à faire une présentation au sein du groupe fermé de Mabrouk, et sera aussi recommandée et appuyée pour la publication d'un article. Rien que ça. Un autre privilège, plus rare. La personne amenée à intervenir dans son groupe aura parfois la chance de croiser un membre du comité secret. En dehors de ces 3 moments, la garde médicale est un autre moment pour échanger, palabrer et demander conseil à Mabrouk, mais ce n'est pas sans le subir. Le plus souvent on est comme gardé à vue, dans son bureau. Heureux le soignant capable de se défaire de lui sans subir sa colère, et ce n'est pas tout. Vous voilà sorti de son bureau avec une nouvelle mission, malgré la surcharge de travail. Lire un article ou un ouvrage quand ce n'est pas lui présenter le patient que vous venez à peine d'entrevoir. Mais ce n'est pas sans chantage. Il s'agit là du fameux sésame, après avoir bien sûr mérité de présenter une situation le deuxième samedi. Qui est Mabrouk ? Notre outil de travail, c'est Mabrouk. Que sait-on de lui ? Peu de choses à vrai dire. C'est un divan. Son histoire ? Allons d'abord la chercher dans le dictionnaire. C'est le conseil du sultan tout aussi bien qu'un siège sans dossier ni bras qui peut servir de lit. Après il a des pieds, 4 en tout. C'est très important pour notre équilibre. L'histoire de Mabrouk n'est pas claire. Il communique, ce n'est un secret pour aucun membre de l'équipe. Ça ne devrait surprendre personne par les temps qui courent. Les technologies modernes en ont fait parler plus d'un. Alors qu'aujourd'hui certains murs n'arrivent plus à ouïr. Sommes-nous déjà trop en avance ? Les différentes recherches pour lui trouver une origine certaine sont restées vagues, alimentant plus la rumeur qu'apportant des éléments susceptibles de le situer véritablement. Certaines langues disent qu'il a traversé l'Atlantique, alors que d'autres lui attribuent une origine africaine. Pour les experts, la seule chose authentifiée serait une planche de son assise. La rumeur dit que cette planche a séjourné au 19, Bergaz en Autriche. Un reste ? L'autre croit deviner dans les 4 lettres qu'arbore cette même planche, 2 syllabes que le temps a semble-t-il éloignées l'une de l'autre, 2 med. Et qui serait probablement le mot de midi, selon un latinisant. Un nom d'origine romaine ? La planche sur laquelle sont inscrites ces 4 lettres dénote par sa couleur et son âge. Les mauvaises langues disent que c'est une pièce rapportée. Il y en a d'autres qui auraient trouvé une trace de son origine dans quelques ouvrages et récits, mais personne ne peut l'affirmer. On aurait deviné des marques de sa présence entre les lignes de Garcia Marques ou encore d'Albert Camus. Difficile de croire, c'est fantaisiste voire absurde. Ce ne sont que des rumeurs. Un deuxième expert qui s'est montré évasif aurait juste suggéré d'éviter d'en savoir plus, tout en écartant la théorie d'une origine romaine. Il avait l'air inquiet, comme s'il craignait quelque chose. S'agit-il d'une malédiction comme celle des pharaons ? On ne s'est même pas posé la question de la date de cette inscription. Le carbone 14 ? Pour nous tout ça ce n'est que des racontards. La seule chose dont on est certain c'est qu'il a été très efficace. Il a sauvé tant de vies malgré le poids des rumeurs qui auront alimenté cet ouvrage, pratiquement du début jusqu'à la fin. La mort ? Mabrouk, un peu provocateur à l'adresse des stagiaires, a toujours soutenu que la mort reste une rumeur jusqu'à l'instant où elle se réalise pour le kidam. Et si, et seulement si, quelqu'un la constate pour ce dernier. Et ce n'est pas fini pour autant, car ce même kidam, le mort, ne peut en avoir la preuve. Demeure-t-elle ainsi une rumeur ? Sur la qualité du bois de Mabrouk, les avis divergent également. La majorité de ses analysants pensent qu'il est fait d'ébène, alors que ses détracteurs affirment qu'il n'est qu'un ramassis de vieux cajots et de cagettes auxquels se sont ajoutés 1 ou 2 poignées de clous rouillés entrelaçant de très rares clous de maître, stigmates probables d'un passé glorieux. Pour ce qui est de son étoffe, une petite partie située sur le rebord externe attire l'attention.
Elle semble beaucoup plus ancienne. Certaines langues l'attribuent à Gaëtan Gatian de Clérambault. Cela ne fait qu'alimenter l'intrigue. L'étoffe est de couleur marron clair, hormis la parcelle qu'on attribue à de Clérambault qui est de couleur marron foncé. Maintes fois on a questionné Mabrouk sur ses origines, sa réponse a toujours été la même, demandez à mes parents. Qui sont-ils ? Personne ne le sait. Quand on insiste, il avait toujours cette réponse, contentez-vous de ce que vous savez. À chacun sa vie et à chacun son roman familial. Depuis, on ne se préoccupe plus de sa vie mais nous continuons à alimenter son roman familial, à notre guise et probablement aussi à notre insu. On soupçonne Lily, la femme de ménage, Jean-Louis et Nathalie, ses plus fidèles infirmiers et cadres de l'équipe, d'en savoir plus qu'ils ne disent sur sa véritable identité. Elle a fait le mort. C'est le mois de septembre. C'est la rentrée. Personne ne semble partant pour cette première présentation de cas clinique. Bien en place, Mabrouk scrute les visages et essaie d'analyser la situation. Il ne propose pas un tour de table. Ça lui arrive parfois de le faire afin de prendre la température, juger de l'état d'esprit ou de la forme de l'équipe. C'est le docteur Pierre, notre collègue psychiatre, et Sarah, notre psychologue stagiaire qui vont nous parler d'une situation clinique. De ce que j'ai compris, ils vont nous présenter le cas d'une adolescente qui a fait une tentative de suicide. Tout le monde sait que dans cette tranche d'âge les choses sont difficiles, et la prise en charge demande de l'expérience, du temps et un certain savoir-faire avec les adolescents. Car la temporalité du passage à l'acte est toute particulière. C'est le docteur Pierre qui est autorisé par Mabrouk à intervenir en premier. C'est un réflexe de la part de Mabrouk. Il aime gérer, parfois maîtriser quand il ne prend pas l'habit d'un instituteur en manque d'autorité. Depuis le temps qu'on le fréquente, on ne fait plus attention à ces détails. Il n'y a que Sarah qui risque d'avoir quelques surprises. Sachant qu'elle ne connaît rien de lui, si ce n'est par ouï dire. Lors du seul entretien qu'il lui avait accordé, elle fut pratiquement sans voix en face de lui, un divan qui parle. Elle ne s'est pas empêchée plus tard de dire qu'elle ne se souvenait de rien quand on lui a posé la question sur l'effet qu'il avait eu sur elle. Elle a été incapable de donner le moindre détail sur lui. Pour nous, il s'agit presque d'un bizutage, c'est comme si vous entriez dans un monde inconnu. Pour se défendre, elle a été même nous citer Alice Cherki qui, dans son ouvrage sur Frantz Fanon Portrait, disait qu'à sa première rencontre avec lui lors d'une intervention qu'il faisait à Alger, elle ne s'était pas rendu compte qu'il était de couleur. Alice Cherki n'était pourtant pas franchement loin de lui. Plus tard, quand elle l'avait vu de près, elle s'étonna qu'il soit de couleur. On pense que Sarah a trouvé dans cet épisode matière à l'évitement. Bien que la comparaison soit quelque peu tirée par les cheveux, car il n'existe aucune commune mesure entre la couleur de la peau de Frantz Fanon et un divan qui parle. Stéphane, jeune infirmier, l'agité du groupe, a de tout temps déclaré qu'il n'avait jamais rencontré un divan muet. D'ailleurs, il le déconseille. Le premier entretien avec Mabrouk laisse souvent des traces indélébiles. De toutes les manières, Sarah ne perd rien pour attendre. Elle doit redoubler de patience si elle a l'intention de creuser son petit trou au sein de l'équipe. Elle aura à subir des épreuves, et elle n'est certainement pas à l'abri d'autres surprises. Le docteur Pierre commence par nous dire que Fatima, jeune adolescente de 16 ans, jouait avec sa sœur cadette pendant que leur mère était en train de faire la sieste, pas loin dans le salon. Rien de surprenant jusque-là. Les filles se chamaillaient, riaient parfois jusqu'aux éclats, interrompant de temps à autre le silence convoité par leur mère allongée sur le sofa. Pierre, laisse les détails de côté s'il te plaît et avançons. Ce n'est pas nouveau. Une intervention un peu facile pourrait-on dire. C'est surtout pour marquer le cadre et nous faire savoir qu'il veillait. Le docteur Pierre ne semble absolument pas dérangé par cette intrusion de Mabrouk. Était-ce un message pour Sarah ? C'est possible. Imperturbable, le docteur Pierre reprend son récit. Soudain plus aucun bruit ne franchit les murs de la pièce. Le moment d'accalmie fut très long. La sœur cadette vint enfin rejoindre sa mère dans le salon pour se blottir fortement contre elle, tout en sanglots. Elle avait l'air apeurée et déçue. Sa sœur venait de démissionner ? Sans crier gare. Elle avait quitté l'espace de jeu. Ce qui, pour la mère, était un geste inhabituel. Elle s'inquiéta,
et se rappela vite que Fatima lui avait parlé de mettre fin à ses jours. Mais c'est un jeu, avait-elle pensé à ce moment. Là, elle s'était dirigée au plus vite dans la chambre où Fatima semblait dormir. Elle la secoua énergiquement. Sans résultat. Elle semblait dormir profondément, et sa respiration était très faible. Vite. Les pompiers. Sa petite sœur, en sanglots et paniquée, avoua à sa mère que Fatima et elle jouaient à faire le mort. Mabrouk se manifesta pour la seconde fois. Pour ses familiers, les signes annonciateurs de cette intervention étaient déjà là. Le docteur Pierre avait déjà ralenti son débit verbal au moment où on entendait les premiers grincements. Il s'agit probablement du bruit provoqué par l'assise en bois de Mabrouk. C'est tout ce qu'on sait. Il lui arrive aussi de soulever une sorte de léger nuage de poussière, quand il toussote discrètement. De rares rayons de soleil viennent accentuer l'envergure du nuage de poussière en mettant à nu les grains qu'il recèle. D'ailleurs, on a tous pensé que la femme de ménage, Lily en l'occurrence, devrait faire un effort. Elle a fait le mort ? Qu'est-ce que tu en penses, Sarah ? Lui dit Mabrouk. Sarah est totalement surprise. Pourtant, elle a été avertie par l'équipe. Il fallait être toujours prête. Tout le monde espère qu'elle a suffisamment de grains à moudre. Pour quelqu'un d'habitué, cette question était tout à fait prévisible, sachant que la scène s'y prêtait. Nous avons plus ou moins deviné qu'il tenait sa scène. Une adolescente qui fait croire à sa sœur qu'elle joue à faire le mort alors que l'entreprise était véritablement suicidaire. On a pensé qu'il voulait amener Sarah, au moins, à évoquer le fantasme de mort, et pourquoi pas une confusion dans les rôles ou dans les personnages en jeu. Sarah esquissa une réponse, loin de ce qu'il attendait, qui s'effilocha à vive allure. Il demanda au docteur Pierre de reprendre le fil. Ce dernier nous rapporte que la petite sœur avait dû abandonner la partie, et ne voulait plus poursuivre le jeu que lui proposait sa sœur. Cette dernière semblait surjouer le rôle qu'elle s'était attribué ce jour, faire le mort. N'arrivant pas à réveiller son aîné, elle prit peur, cria « Papa !» et alla ainsi réveiller à sa façon sa mère qui faisait la sieste. Avec ces nouveaux éléments, évidemment, il ne pouvait se retenir, bien après avoir été rassuré sur l'état de santé de Fatima. S'était-elle prise au jeu de la bobine ? Le fil avait-il cassé ? Voulait-elle être à la fois là et ailleurs ? Nous sommes tous restés sous cette salve d'interrogation. Tous les regards subrepticement se fixèrent sur Sarah. Pas le moindre croisement entre deux regards. C'était intense. Sarah était presque livide. Toute cette générosité de questions pour elle toute seule ? On ne s'est pas inquiété plus que ça, sachant que le docteur Pierre était là. Il doit de toutes les manières prendre ses responsabilités et défendre son binôme. Les situations cliniques sont accueillies, traitées et présentées par deux intervenants, constituant le binôme. Le docteur Pierre reprend l'initiative et essaie de faire le point sur ce qu'il vient d'entendre, et surtout il se doit de rassurer sa collègue qui est restée figée sur sa chaise. Elle semblait retenir toute émotion. À quoi bon ? Puisqu'il lui était sans aucun doute très difficile de lire la moindre émotion dans ce tas de cellulose, retenu par une poignée de clous rouillés. Ce ne devait pas être une mince affaire pour elle. Le docteur Pierre nous explique que les questions posées par Mabrouk sont les bienvenues, et la réponse à ces dernières pourrait très certainement aider à la compréhension du geste et permettre une véritable prévention. Mais la réponse à apporter à ces questions n'est pas chose aisée, puisqu'il s'agit d'éléments recueillis lors de 2 entretiens uniquement. On aimerait bien en savoir plus. Les arguments du docteur Pierre étaient pour nous totalement justifiés. Mais Mabrouk ne va certainement pas se contenter d'un point de vue plus ou moins descriptif. Il reprend l'initiative. Le fantasme de mort reste pour moi une subtilité comme une autre qu'exerce l'être humain sur la réalité afin probablement d'asseoir le cadre, je dirais psychique, dans lequel il se meut. Ça permet dans une certaine mesure de faire le point à une période de sa vie où les moyens psychiques peuvent s'y prêter, afin de ne pas confondre son être mortel et sa propre mort. Quant au jeu de la bobine, je ne vous apprends certainement rien en vous disant que Fatima l'a essayé par sa tentative de s'absenter. Il me semble que son jeu a été plus ou moins imparfait. Et la seule référence que j'ai trouvée à vous proposer de façon pédagogique, c'est le jeu du Forda. Peut-on dire par conséquent que Fatima a fait fort ? Pour les personnes que ça intéresserait,
rien ne nous empêche de revenir sur cette problématique qui a été traitée par Freud en son temps, et dont Lacan nous a proposé une relecture. Ceci dit, ça ne m'empêchera pas de vous dire que Fatima a essayé de s'absenter, fort, et la voilà revenue parmi nous, bien qu'endormie par les psychotropes, Da. Comme vous le savez, la bobine est retenue par un fil. Dans votre cas, le fil semble avoir tenu. Alors, qui le retenait? C'est une question. Décidément, il aime jouer. On dirait même qu'il abuse un peu. On pense à Sarah. Que va-t-elle faire avec cette avalanche d'idées et de concepts, si toutefois le docteur Pierre ne l'aide pas à modérer l'envergure de ces derniers? Le docteur Pierre ne voulait pas revenir sur son propos afin d'éviter de l'exciter plus, comptant sur la sagesse de Jean-Louis pour venir modérer. Mabrouk demanda justement le silence, et s'adressa à Jean-Louis pour lui demander ce qu'il pensait de la situation. Le docteur Pierre était contrarié et ne dit mot. Jean-Louis, avec son expérience, avait vite compris que Mabrouk était contrarié par l'absence de participation de Sarah. Il ne semblait pas favorable à l'invitation, et prit le soin de la décliner en disant qu'il n'avait pas de questions à poser. Ainsi, le docteur Pierre put reprendre le cours de son intervention pour enfin demander à Sarah de donner quelques éléments quant à l'évaluation faite par le binôme. On a appris que Fatima avait quelques difficultés avec les mathématiques, bien que ses parents lui apportent l'aide nécessaire. Qu'elle était bien entourée par ses parents, et que le dialogue ne manquait pas. Fatima a été facilement critique de son geste, et a accepté de rester à l'hôpital quelques jours. Elle ne parle plus de suicide, et trouve que son geste n'en valait pas la peine. Mabrouk écoute mais ne semble pas d'un enthousiasme débordant. Sarah ajoute que l'élément déclencheur est probablement la mauvaise note en mathématiques. Mabrouk lui dit « Ce n'était pas suffisant comme explication » et ajouta « L'essentiel c'est que tout danger est écarté pour Fatima. Il faut maintenant qu'elle bénéficie de l'aide que nécessite son état. » Devant l'absence de questions de la part des présents, il reprit la parole encore une fois. « Je sais que vous êtes probablement fatigué mais je tiens à vous dire que Fatima, dans son passage à l'acte, qui est d'après moi une tentative de s'évanouir loin de la vie, a pris la précaution d'avoir à côté d'elle une présence, celle de sa petite sœur, à la fois comme témoin et sentinelle de la vie qui continue quand le processus de symbolisation s'est retrouvé paralysé momentanément. Les jeux avaient simplement l'air d'être faits. Fatima va bien. Heureusement. Car les dés n'étaient pas pipés. La mère semble avoir veillé sur ses enfants même pendant son sommeil, et le père était bien là dans le cri de détresse de sa fille cadette. J'oserais dire tenant d'une main le fil de la bobine et travaillant de l'autre. Pour une rentrée, on peut déjà dire que les vacances avaient l'air très loin. Somme toute, nous voilà bien obligés de retourner à nos livres et séminaires afin de pouvoir esquisser une réponse le moment venu. On peut déjà dire avec une pointe d'humour que ce premier cas de l'année est plutôt fort que Da. Nous y reviendrons peut-être un jour, dans d'autres circonstances ou à l'occasion d'autres situations cliniques. Enfin, on peut tout de même constater que Mabrouk considère l'explication de Sarah insuffisante. Moi aussi. Alors que tout semblait fini, plié, Sarah se remit en scène. On dirait que Mabrouk lui manque déjà. Pour nous, ce n'était pas très intelligent. Mais quelle mouche l'a piqué? Je ne sais pas si c'est important, mais j'ai omis de vous parler du petit frère de Fatima. Il est âgé d'une dizaine d'années. Au moment où je prenais congé de ses parents, il m'a interpellée en me disant que lui aussi aurait pris des médicaments. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça? Sa mère lui a répondu qu'il fallait arrêter de dire des bêtises. J'avais envie, sur le moment, d'inviter les parents à un deuxième entretien, mais j'ai trouvé que ce n'était pas facilement envisageable. Nous n'avions pas la force à ce moment-là de revenir sur la situation traitée. Il ne restait plus à Mabrouk que de prendre la décision, se débrouiller. A priori, il n'avait pas l'air inquiet. Il semblait juste pensif. Il était sûrement en train de chercher une réponse appropriée. Sarah a été peu bavarde durant la présentation, et voilà qu'elle semble se réveiller. On ne lui en veut pas, puisque son inquiétude nous a semblé tout à fait légitime. On attend sa réaction. Fallait-il sortir de la salle ou feindre uniquement le geste? Nous avons tous conscience que le propos de l'enfant ne pouvait qu'inquiéter.
Mabrouk. Je pense que c'est un enfant qui a fait ce qu'il a pu pour attirer l'attention sur lui. Certes, son propos peut inquiéter, mais on peut penser qu'il a tout fait pour que ses parents s'intéressent à lui. N'oublions pas que la famille est désemparée et inquiète, ne sachant pas où donner de la tête. Dans ce contexte, il a certainement essayé de reprendre sa place. Comme tous les regards étaient braqués sur sa sœur, sachant qu'elle a pris des médicaments, alors il a tenté de s'y confondre. Il ne faut pas oublier qu'il a utilisé les outils qui étaient à sa disposition et susceptibles d'attirer l'attention sur lui. S'adressant à Sarah, il lui dit que la conduite à tenir n'est certainement pas à trouver dans une réponse ici et maintenant. Il ajoutera que le travail, qui va être fait avec Fatima et ses parents, est en mesure d'apporter la bonne réponse. Le beau et le père. C'est le mercredi, le 2e du mois. Tout le monde attend avec impatience. C'est une présentation dite libre. Ça peut être même une sorte de discussion ouverte autour de cas cliniques, ce qui facilite l'échange, loin de l'appréhension habituelle que suscite Mabrouk lors du premier mercredi. En général, c'est un des rares moments où il peut manifester un certain humour et accepter d'être contredit, mais pas par qui veut. Ce privilège n'est accordé qu'exceptionnellement à ses fidèles lieutenants en la personne de Jean-Louis et Nathalie. Il peut parfois faire le sourd devant Stéphane, un privilégié. Ce jour, il nous arrive de recevoir un infirmier, un psychiatre, une psychologue ou un médecin somaticien. On peut discuter soit d'une situation clinique, d'un fait institutionnel marquant ou particulier, mais aussi échanger autour d'un article, d'un événement spécial, particulier ou indésirable. Mabrouk n'intervient que rarement durant la présentation du 2e mercredi. Cela se produit éventuellement à la fin de la présentation. Il s'agit plus d'un commentaire que d'une question à l'adresse de l'un ou de l'autre des présents. Certes, on n'est pas à l'abri d'un retournement, mais cela est somme toute rare. Après le café et les politesses habituelles, Jean-Louis se saisit d'une feuille de papier et de quoi écrire et nous demanda à qui était le tour. On a noté que nous recevions ce jour Inès, FFI, une jeune collègue qui vient d'un autre secteur. Vu les attitudes des uns et des autres et les quelques chuchotements qui n'étaient pas sans adresse, on a vite compris que c'était Isabelle, infirmière de notre équipe, qui allait intervenir pour nous exposer une situation clinique. Elle travaille à mi-temps dans l'unité depuis de très longues années. L'autre mi-temps, elle le consacre à diriger un psychodrame psychanalytique individuel. Le véritable sujet de son intervention nous est inconnu au moment où le top départ a été donné par Jean-Louis, sous le regard scrutateur de Mabrouk. Ce dernier est sans doute au courant du sujet. Rien ne passe sans son accord. On est parfois surpris par certains sujets. On aurait parié qu'il les écarterait, sans leur accorder le moindre crédit. On comprend assez rapidement qu'Isabelle va nous parler d'une patiente, dont elle s'est occupée récemment. Il s'agit d'une jeune adulte qu'elle avait rencontrée il y a quelques semaines, suite à une intoxication médicamenteuse volontaire. Elle l'a revue récemment, et s'est inquiétée de son état général et des propos tenus par sa mère sur cet état qu'elle semblait vouloir méconnaître ou ignorer. Isabelle l'a trouvée pâle, livide même et fatiguée. Elle s'est aperçue que la patiente ne respectait aucunement son traitement à base d'insuline. Elle se mettait carrément en danger, en n'observant pas la prescription du traitement. Isabelle nous en parle avec inquiétude, contrairement à la mère qui trouvait sa fille plutôt belle dans l'état où elle se trouvait. Isabelle pense que la mère confondait pâleur et blancheur. Sa surprise est devenue totale quand la mère de la patiente s'est exclamée à l'adresse de sa fille « Que tu es belle !» Isabelle ajoutera que les parents de la patiente sont séparés depuis quelques années. La patiente vit avec sa mère et son beau-père. Isabelle ne comprend pas comment la mère de la patiente peut agir ainsi. Comment ne peut-elle pas comprendre que la couleur des téguments de sa fille est un signe annonciateur de l'aggravation de son état? Elle semble satisfaite de la maigreur de sa fille. Toutes les jeunes filles sont comme ça. Isabelle pense qu'un processus équivalent à la dernière tentative d'autolyse se trame. Et qu'il faut faire quelque chose pour l'endiguer au plus vite, et amener la mère à plus de réalisme. Elle précise que le médecin de la patiente fait ce qu'il peut pour maintenir cette glycémie, souvent à la limite, dans un état correct. Le père de la patiente semble garder une place non négligeable dans les propos de sa fille, chose que la mère a tendance à minimiser.
Il serait parti alors que la patiente avait une dizaine d'années. Les circonstances de la séparation ne sont pas claires. La mère ne semble pas encourager le dialogue autour de cette séparation, mais elle a plutôt tendance à entretenir une certaine ambiguïté. Son père est-il diabétique ? C'est une question de Jean-Louis. Isabelle confirme le diabète du père et écarte une maladie diabétique de la mère. Elle ne saura pas grand-chose sur le beau-père. On n'aura pas plus d'éléments que ça, et on s'est contenté d'un récit des événements aussi maigre que fragile. La majorité de l'équipe est favorable à une hospitalisation, afin de faire le point sur la situation. Les propos de la mère nous incitent à proposer une séparation, qu'on ne peut se permettre de négliger pour l'instant. La question des études ne se pose pas pour l'instant, vu que nous sommes dans une période de vacances scolaires. Pas de remarques. Personne ne demande la parole. La problématique reste dans l'ensemble celle d'une jeune adulte diabétique ayant un antécédent suicidaire, qui semble en mauvais état général et pour laquelle une hospitalisation s'impose afin de l'explorer sur le plan somatique en premier lieu, puis évaluer son état psychologique afin d'instaurer un éventuel traitement psychothérapique ou psychotrope, ou les deux à la fois. Nous étions sur le point de clore la discussion, quand Mabrouk s'adressa à Inès pour voir si elle avait quelque chose à dire. Elle, on l'a presque oubliée. Elle lui répondit par un nom à peine audible. Inès ne semble pas craindre Mabrouk. Elle l'a déjà rencontré pour se présenter, sans montrer un quelconque embarras. Il faut juste dire qu'elle travaille dans le même secteur que Nabil. Ce dernier, semble-t-il, a eu le plus long entretien qu'on ait connu avec Mabrouk. Personne ne sait pourquoi. Tout le monde raconte que Nabil joue au football dans le club que fréquentent Jean-Louis et Stéphane. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? On peut le penser. Nabil est médecin assistant dans une unité clinique où travaille Patricia, une infirmière qui a longtemps fait partie de notre équipe. Nos chemins se croisent encore de temps à autre, lors de certaines présentations cliniques. Elle peut parfois nous faire une présentation, ou exposer une problématique institutionnelle. Après avoir interpellé Inès, il décide d'intervenir. Comme on l'a bien remarqué, il n'a pas transgressé. Il est resté calme tout le long de l'intervention. Il intervient généralement à la fin. Il nous a aussi habitués à une intervention qui se veut commentaire plus ou moins subversif, ou parfois carrément surréaliste. Il profite parfois de l'intervention du deuxième mercredi pour se laisser aller, sortir un peu du buisson, voire de son sarcophage. Le voilà. Si on se fiait à la mère, je dirais que la patiente est restée figée dans un corps en apparence beau, loin du sien. Mais la réalité est tout autre. C'est un corps malade sans aucun doute. Elle a un beau-père, ce n'est pas rien. Mais où est passé son père cependant ? Je le suspecte présent à la fois dans le discours de la mère, bien que passé sous silence, et dans le symptôme de la patiente. La patiente a hérité de la maladie de son père, et on peut supposer que c'est une adresse. Le passage à l'acte est comme un pli recommandé, avec un accusé de réception. Qui va lui répondre ? Rappelez-vous que c'est son deuxième passage aux urgences. La précédente fois, il s'agissait concrètement d'un passage à l'acte suicidaire. Aujourd'hui, on a au moins son équivalent, mais qui est resté invisible aux yeux de la mère. Elle n'y a vu que du beau. C'est étrange. J'irais jusqu'à dire bizarre. Tiens. Il y a quelque chose qui me revient à l'instant, et c'est Baudelaire qui le dit dans la citation, « Le beau est toujours bizarre ». Je n'irai pas plus loin dans l'association que je viens de faire, et ça risque de nous éloigner de notre sujet. On y reviendra probablement un jour ou l'autre. Prends garde à toi Stéphane. Arrête de chuchoter. Le jour viendra où je te demanderai peut-être de disserter sur le beau banal. J'espère pour toi que tu vois bien ce que je ne veux pas dire. Silence de ce dernier puis sans prendre un gros risque. Vous avez évoqué le beau-père sans en dire plus. Pourquoi ? C'est vrai. Stéphane a raison. Ce n'est pas une provocation, loin s'en faut. Mabrouk s'en mêle, un beau-père recèle au moins un père. S'il est beau, c'est encore mieux. Mais comme on vient de le dire à l'instant, la beauté semble de trop dans les circonstances présentes. Quoi faire alors ? Je propose une simple opération de soustraction. Enlevez beau au beau-père et vous tomberez nez à nez sur le père. Trouvez alors sa véritable adresse.
Je vous rappelle que le désir est infini alors que le corps est clos, s'il n'était pas désorganisé par le langage. Stéphane ne semble pas totalement satisfait de cette réponse. On le voit hocher la tête avec une discrète moue qui semble hésiter à se dessiner sur des lèvres restées juvéniles. Il dira plus tard: la dernière assertion de Mabrouk n'est pas de lui mais de Charles Melman. Quelques instants après, bien loin de Mabrouk, Stéphane nous chuchota: si vous avez compris quelque chose, appelez-moi ce soir. Vous savez où j'habite, surtout pas de pli recommandé. Nous avons pour la plupart trouvé que Mabrouk a trop appuyé sur le champignon. C'est quand même dommage pour Inès. Enfin, tant pis pour elle. Elle aurait pu oser l'interpeller, puisqu'elle ne fait pas partie habituellement de l'équipe. Elle ne risquait pas grand-chose. Nous, on a fait ce qu'on pouvait pour ne pas l'affronter directement. Inès avait-elle des intentions cachées? Se préserve-t-elle pour l'instant dans le but de mieux assurer une prochaine fois? Chienne de vie. La journée s'avère rude pour un mercredi. Il ne fait pas beau. Il fait un temps de chien. Pauvre bête, de quoi je me mêle? Reste que cet animal semble être le signifiant privilégié durant cette matinée. Patricia va intervenir tout à l'heure, mais elle n'a pas arrêté de chuchoter qu'elle allait nous parler d'une histoire de chien. Semble-t-il, elle voulait nous faire la surprise, mais ça n'a pas tenu. Tout le monde connaît Patricia, elle peut difficilement garder un secret. Pour la circonstance, nul ne lui en tiendrait rigueur à moins que... Ce n'est pas tous les jours que cet animal est invité à nos conversations, psychologiquement psychiatriques. Il faut juste rappeler que Patricia dirige un psychodrame, et qu'elle fait déjà partie d'une autre unité. Comme Isabelle, elle fait partie des anciens de l'équipe. Elle revient de temps à autre pour une intervention ou une présentation. Mabrouk leur manquerait? Il n'est pas rare qu'on doive s'occuper des animaux de certains patients, parce qu'ils sont sur le point d'être hospitalisés et s'inquiètent pour leurs bêtes. C'est parfois le préalable à un consentement aux soins proposés. Ça peut prendre parfois des heures pour trouver une personne en mesure de les garder. S'agissant souvent de passage à l'acte suicidaire, tous les moyens sont bons pour favoriser une hospitalisation. Ce n'est pas un sujet nouveau pour nous. Une fois, on a eu une sacrée surprise quand on a essayé de placer le chien d'une patiente dans un refuge pour quelque temps. Le prix était exorbitant. On a dû négocier âprement pour que la personne, au bout du fil, accepte de casser son prix. Nous avions des arguments pour la persuader. La sœur du docteur Pierre est vétérinaire et amie de la responsable du refuge. On ne pense pas que Patricia va disserter sur le refuge de je ne sais quel animal. Peut-être même que ce n'est pas tout à fait exact qu'elle va nous parler d'une clinique habitée par un kleps. On tient ça de Stéphane. On sait tous que Stéphane aime beaucoup fomenter des histoires, généralement dans le but d'égayer l'atmosphère quand le temps ne s'y prête pas ou le travail devient pénible. Parmi nous, il y a une personne qui ne supporte pas les poils de chien. C'est Nathalie. Espérons qu'elle ne va pas nous faire une crise d'urticaire. Un rappel, Nathalie et Jean-Louis, on ne les présente plus, ils sont infirmiers et cadres de l'unité. Ils ne sont pas très copains, disons-le comme ça. Patricia est enfin prête. Tout le monde en cercle est calmement assis. Dans ce cercle, 2 brèches viennent dessiner un arc pouvant contenir sensiblement la longueur du divan et 2 chaises réservées. À droite Jean-Louis et à gauche Nathalie. Jean-Louis n'est pas à sa place, habituellement situé à la droite de Mabrouk. Il a préféré se mettre à sa gauche. La place de Nathalie étant libre, retenue par une réunion, il en a donc profité. Nathalie, une fois revenue, a semblé indifférente à ce repositionnement. Peut-être que Jean-Louis s'est uniquement trompé de place. C'est peu probable. On va dire, c'est comme un mercredi. Personne ne sait pourquoi Jean-Louis change de place le mercredi, surtout quand Nathalie est absente. Quelle mensuration pour le divan? Difficile à dire. Chacun va de ses chiffres mais personne n'en a l'exactitude. Comment pourrait-on savoir, oser lui prendre la toise? Mabrouk est plutôt à l'aise. Il ne montre aucun signe avant-coureur d'une quelconque indisposition, bien qu'il fasse lourd pour ses rhumatismes. Patricia nous apprend qu'elle va nous parler d'une dame, âgée environ de 30 ans, adressée par son médecin traitant pour intoxication médicamenteuse volontaire. Selon elle, la patiente n'aurait pas pris beaucoup de médicaments,
mais son médecin traitant ne voulait pas prendre le risque de la laisser rentrer chez elle. Le médecin ne relate aucun élément particulier et déclare ne rien comprendre à ce geste. Il connaît Madame S. depuis plusieurs années. C'est son premier geste de cette nature. Il l'a trouvée, certes tristounette, anxieuse et légèrement instable, mais il ne note aucune explication à son geste. Il a aussi déclaré avoir eu l'impression de la voir retenir ses sanglots. Madame S. n'a pas les larmes faciles. J'ai connu même ses parents. Ils l'ont bien élevée, et elle a fait de bonnes études. Bien qu'elle vive seule, elle ne semble pas en souffrir. Son côté garçon manqué semble lui aller comme un gant. Elle n'a aucun secret a priori pour moi, et n'aurait jamais eu de soucis sans m'en parler. Pour le médecin traitant, l'énigme est de taille, bien qu'il n'en parle pas explicitement. Il s'inquiète pour sa patiente et ne comprend pas ce qui a pu lui arriver. Il semble écarter tout problème. Et c'est là où le bât blesse selon Patricia. Elle nous dit que le premier entretien s'est bien passé, et elle n'a rien trouvé à ajouter par rapport à l'examen du médecin traitant. Sauf que Madame S. était en pleurs, difficilement consolable. Elle a pu dire qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle était angoissée et n'arrivait pas à dormir. Mais ne donne aucune explication au sujet de ce qui l'affectait, et la mettait dans cet état. Au deuxième entretien, les choses étaient tout autres. Madame S. semblait taire quelque chose, n'osant pas se livrer. Elle avait pourtant confiance en Patricia. Plus l'entretien avançait, plus sa réticence devenait fragile, sur le point de céder. Patricia attend et attend encore sans montrer de signe d'impatience, tout en essayant de rassurer Madame S. Patricia a pensé que quelque chose de grave était arrivé. C'est l'idée qui lui était venue à l'esprit. Ou bien s'agissait-il d'un secret bien contenu jusqu'à maintenant, et qui était arrivé à maturité? La souffrance était là, il fallait soulager la patiente. C'est ça l'essentiel. Sur le point de mettre fin à l'entretien en lui promettant de la revoir plus tard, et lui laisser le temps de réfléchir, Patricia a eu le sentiment que quelque chose pendait à la langue de Madame S. et qu'il fallait garder son impatience pour soi. Le temps lèvera sans doute ce qu'elle pense être une réticence passagère. Ceci semble avoir donné le coup de grâce à la réticence de Madame S. Je ne me sens pas bien, je viens de perdre mon chien. Je n'en ai pas parlé à mon médecin traitant, j'ai eu un peu honte. J'avais aussi peur qu'il me gronde. Je n'osais pas lui dire que je voulais mourir parce que j'ai perdu mon chien. Voilà, c'est tout. Promettez-moi de ne pas lui dire. Pendant que Patricia essayait de comprendre, Madame S. lui déclara que ce n'était pas la mort du chien qui lui faisait si mal, mais surtout, « Je ne supporte pas que mon chien soit en train de pourrir sous terre. » Patricia ne reviendra pas sur la prise en charge de Madame S., cette dernière a bien évolué. Tout semble être rentré dans l'ordre depuis la rencontre avec Patricia. Si Patricia nous a proposé de parler de cette situation, c'est parce qu'elle trouve qu'au moment où elle l'avait rencontrée, elle avait eu quelques difficultés. Quoi dire de la situation de Madame S? Un tour de table a été initié par Jean-Louis. C'est rarement quelqu'un d'autre, en dehors de Nathalie, qui ose distribuer la parole le mercredi. Mabrouk tient merveilleusement en place ce jour. C'est Jean-Louis qui demande à Patricia qu'est-ce qui lui a posé problème véritablement. Patricia lui répond que ce n'est pas le fait qu'elle ait dissimulé la mort du chien ou qu'elle n'arrivait pas à en faire le deuil qui l'a inquiétée, mais le fait qu'elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle n'acceptait pas que son chien soit en train de pourrir sous terre. Jean-Louis lui demande d'en dire plus, sachant que c'est elle qui a proposé le sujet. Patricia ne peut rien ajouter. Alors, Jean-Louis s'adressa aux présents pour leur demander s'ils avaient quelque chose à dire. Peu de volontaires. Stéphane, qui n'a pas l'habitude de se taire, a tendance à profiter du mercredi où Mabrouk semble déléguer ses pouvoirs bien qu'il ne l'ait jamais dit expressément pour annoncer à Patricia « Puisque Madame S va bien et tu t'es bien occupé d'elle, voyons, de quelle race était son chien ?» Stupéfaction. Stéphane est incorrigible. Jean-Louis s'énerva légèrement et lui dit d'arrêter de dire des bêtises. Sur ce, Mabrouk s'est senti invité, obligé d'intervenir. Il a sûrement pensé que Jean-Louis avait besoin d'être épaulé. Non pas qu'il s'adressât à Stéphane directement, il choisit de s'adresser à Patricia. Madame S a déclaré qu'elle ne supportait pas que son chien pourrisse sous terre, n'est-ce pas? Accepterait-elle qu'il pourrisse dans un autre lieu?
Je suppose que tu vas me répondre comme vous tous, que l'essentiel n'est pas là, mais que c'est la perte de son chien qui importe. Il a été certainement proche, beaucoup investi et le fait de le perdre a provoqué un état qu'on pourrait qualifier de deuil. Elle va certainement faire le travail de deuil. La difficulté, c'est qu'elle a essayé de le rejoindre. Et c'est ça qui m'interpelle. Pouvait-elle véritablement le rejoindre? S'agit-il en outre d'un pourrissement ou d'une décomposition? Le signifiant a sa valeur aussi. Elle est endeuillée, ce qui a pour effet de songer, bien qu'inconsciemment, à retirer quelque chose de ce chien pendant qu'il était encore temps, avant que la décomposition ne fasse table rase de tout. Avait-elle peur de la mort ou de ses conséquences? Patricia n'a pas été jusque-là. Il me semble qu'elle a préféré donner sa langue au chat. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle l'a donnée à un chien. Encore lui? Cela dit, c'est encore une histoire de chien. Il y a longtemps, il m'est arrivé d'avoir embêté Joël Dor, tout jeune qu'il était, ce n'est pas habituel qu'il cite des noms, en insistant sur le canidé accent aigu qui était vaguement présent dans son séminaire de ce soir-là. Il y avait juste une sorte de malentendu sur lequel je ne reviendrai pas, s'agissant du chien auquel je faisais moi-même allusion, et celui de la conférence télévision. Pour les curieux, je vous encourage à la parcourir. Je vous avoue qu'il m'est plus facile de parler des conférences où je n'ai pas été, que de celles où j'ai effectivement été présent. Je ne dirais pas télévision, mais plutôt du cinéma. C'est Stéphane qui vient de le chuchoter à mon oreille. Je n'ai pas encore dit qu'il a tendance à me coller. Je le soupçonne d'avoir pris son Oedipe du mauvais côté et d'être en train de vouloir se rattraper. Il a certainement de qui tenir. Je pense qu'il a été traumatisé par le temps qu'il passe à fouiner dans les ouvrages de psychanalyse de son père. Son père, ce n'est pas un secret, connaît très bien Mabrouk. Madame S a été hospitalisée quelques jours. Nathalie s'en est bien occupée avec l'aide du docteur Pierre, en l'absence de Patricia qui a regagné son propre service. Le docteur Pierre n'est pas un bavard mais va vite à l'essentiel. La patiente n'a pas besoin d'un traitement chimique mais d'un soutien psychologique. Elle a bien évolué. Stéphane, qui n'est pas en odeur de sainteté avec le docteur Pierre qui l'affuble de taiseux, a suggéré « Le docteur Pierre doit impérativement faire un stage chez un vétérinaire. » Heureusement que ce n'est pas arrivé à l'oreille du docteur Pierre. Vient-il d'oublier qu'il est le frère d'une vétérinaire qui a pignon sur rue? Pour un mercredi, ce n'était pas très folichon. Je sors de la salle avec l'impression d'avoir été plus dans un refuge animalier que dans une présentation de cas clinique. À l'occasion, je me plaindrai à Jean-Louis. Mais ce n'est pas sans risque. Il est capable de vendre la mèche à Mabrouk. Finalement, je ne dirai rien, même si je voyais le chien de Madame S dans le poulailler de Patricia. Et si j'étais obligée de le dire, je dirais que j'ai vu un renard. Finalement, il ne nous reste plus qu'à aller récupérer notre langue chez le chat qui en a hérité par mégarde, puis voir dans télévision où se cache Médor. Quelle histoire! Les chiffres ne sont pas bons. La matinée est très chargée. C'est le début de l'année, les fêtes semblent lointaines. Cette fois-ci, c'est certain, le travail a bien repris. La file active enfle. Nous avons remarqué que les motivations qui sont à l'origine des multiples passages à l'acte du mois ont surtout à faire avec des tentatives de réparation inopérantes. Un exemple, le cas que va nous présenter ce jour Nathalie. On verra un peu plus tard ce qu'elle va nous en dire. Nathalie n'est pas nouvelle dans l'équipe. C'est l'une des plus anciennes et cadre de surcroît. Elle vient de rentrer après une mise en disponibilité qu'elle a préféré abréger. Elle va occuper la chaise qui se trouve à gauche de Mabrouk. C'est la place qui lui revient. Mabrouk est plutôt à l'aise entre Nathalie et Jean-Louis. Stéphane semble s'être décalé d'une chaise. Tout le monde sait pourquoi. Il a fait en sorte de mettre quelqu'un entre lui et Nathalie. Le retour de Nathalie n'est pas passé inaperçu. Ce matin, le café était là. Jusque-là, rien de nouveau. Mais à la surprise générale, les viennoiseries sont de retour. C'était une habitude. Chaque mercredi, un membre de l'équipe est tenu, bien que ce ne soit pas une obligation, de ramener quelques biscuits ou viennoiseries. Cette habitude qui perdure depuis des années a fait faux bond pendant l'absence de Nathalie.
Son retour a permis de remettre en place les bonnes habitudes. Elle a aussi rétabli la participation de tout le monde à l'achat du café. Personne n'y a trouvé à redire. Ainsi on a retrouvé une ambiance qui nous a manqué. Jean-Louis avait essayé en vain de rétablir les choses en l'absence de Nathalie, mais sans résultat. Il faut dire que Nathalie est persuasive. C'est aussi quelqu'un sur lequel on peut facilement compter quand il s'agit de négocier quelque chose pour l'équipe, ou de parer à un danger qui nous guetterait. Le mot danger est peut-être fort, mais il n'est pas faux. Le fait d'être confronté à des patients suicidaires ou en crise suicidaire n'est pas confortable. Les tensions que peuvent susciter certaines situations cliniques, ainsi que nos petits conflits, sont susceptibles de poindre à tout moment. Dans ce cas, Nathalie sait faire. En plus, elle a toute la confiance de Mabrouk. Pendant son absence, on a bien vu que la chaise vide de Nathalie déséquilibrait légèrement la scène. Mabrouk a fait vite de remplacer la scène par le cadre, en intervenant un peu plus. L'intervention de Nathalie a pour objet la patiente qu'elle avait vue il y a une semaine, et revue ce matin. Âgée de 42 ans, elle s'était présentée aux urgences avec un potentiel suicidaire non négligeable. Nathalie nous dit sur un ton un peu romancé, « C'est une dame sans le sou, très amoureuse, travailleuse et équilibrée qui s'est mise en aventure de changer le quotidien du couple. Ce dernier avait des difficultés financières, mais pas au point d'engager son devenir. Qu'a-t-elle donc fait cette dame ? C'est la question qu'on se posait. C'est rare que Nathalie présente les situations cliniques de cette façon. Mais n'oublions pas que c'est le mercredi, un deuxième, et que chacun peut prendre une certaine liberté dans la présentation, surtout quand on s'appelle Nathalie. On peut donc juste remarquer que le ton de cette dernière n'est pas si habituel. Une patiente en pleurs, triste, dont le devenir semble entravé par une appréhension majeure, celle de se retrouver confrontée à la justice. Elle lutte contre des idées suicidaires. Elle ne s'auto-accuse pas, elle est déjà accusée, sa culpabilisation est entravée par une foncière culpabilité, son sentiment d'isolement ne pèse pas lourd devant l'isolement qu'elle vit. Lui, son compagnon, est déjà loin. Parti. Nathalie présente les choses avec une certaine légèreté. Son congé sans solde semble l'avoir un tantinet changé. Stéphane aurait certainement fait un rapport entre le thème de sa présentation, les sous, et le congé. Certes, c'est subliminal, mais ça tient la route. Nathalie nous dit que Madame R, de par son métier, avait accès aux cartes bancaires des clients qu'elle recevait. Un jour, elle a décidé de subtiliser les numéros de quelques cartes. Elle put ainsi payer quelques voyages à elle et à son compagnon. Auparavant, son couple battait de l'aile, allait droit dans le mur, disait-elle. Un remède lui vint à l'esprit, changer d'air. Et c'est probablement ce même air qui claqua la porte qu'elle venait d'ouvrir. Elle ne put donc faire marche arrière. Jean-Louis était assis à côté de moi. Discrètement, je le voyais noter sur une feuille la phrase « Y avait-il une fenêtre ?» Je me suis dit que les hostilités couvaient toujours. Ça commence souvent par de petits jeux de mots, pour se terminer en attaque frontale. La seule certitude, c'est que Stéphane n'a plus sa place dans l'arène quand Nathalie est présente. Il va être moins privilégié par Mabrouk, car Nathalie peut être un adversaire redoutable. Pour l'instant, on doute fort qu'il y ait quelques anicroches avec Stéphane. Tout le monde va faire en sorte que le retour de Nathalie se passe bien. Le poteau rose a donc été vite découvert, et Madame R fut interpellée par la justice. Son conjoint s'en lava les mains et finit par l'accabler, puis l'accuser. Il déclara ne rien en savoir. Madame R confirma. Elle se retrouva ainsi seule, sur le point d'attenter à sa vie pour solde de tout compte. Heureusement pour elle, ses parents étaient là, prêts à la soutenir psychologiquement. Sur le plan matériel, le problème était tout autre. La somme dépensée dépassait leurs moyens. Nathalie l'a reçue pour la seconde fois. Elle a été une personne ressource pour l'écouter, la rassurer et l'aider à trouver une assistante sociale susceptible de faire le point sur sa situation financière et judiciaire. Madame Mignolet, notre assistante sociale, a ouvert largement son carnet d'adresses, bien qu'elle ne soit que stagiaire pour l'instant. Poétesse ? Stéphane en est convaincu. Tout le monde dit qu'elle a de la bouteille, et qu'elle nous vient d'un centre de crise. Jusque-là personne n'est intervenu. Il est vrai que c'est hasardeux de mettre le bout de son nez dans les affaires de Nathalie.
L'occasion va certainement se présenter à un moment ou à un autre. On peut parier que Jean-Louis a déjà préparé ses remarques et questions. La feuille qu'il avait devant lui est maintenant largement pleine. Il a de quoi faire. Stéphane est plutôt spectateur. Entre Stéphane et Nathalie se trouve le docteur Mamani. Mamani pour les intimes, docteur pour les autres. Cette dernière connaît passablement la répartition des places et des rôles dans l'équipe. Ça ne fait pas longtemps qu'elle nous a rejoints, après avoir été notre interne dans un passé récent. Mamani est docteur en médecine, garde l'espoir de passer un jour le concours de praticien hospitalier. Elle est passée par tellement d'épreuves à cause d'un diplôme étranger. Son recrutement par Mabrouk n'a soulevé aucune interrogation. Et d'ailleurs, pourquoi se poser une question pareille? Elle serait fan de jazz. On entend dire qu'elle serait la petite fille d'un jazzman connu. La couleur de sa peau pourrait le suggérer? D'autres affirment que c'est la petite fille de Frantz Fanon. Qui croire? On ne saura peut-être jamais la vérité. Ah! On a oublié de signaler que Nathalie est une adepte de la grille de lecture, qu'elle aime appeler phylogénétique pour la circonstance. C'est une grille à 3 temps. Et on peut déjà la soupçonner de vouloir nous traiter la situation à travers cette lorgnette. Je m'explique. La grille de lecture de Nathalie tourne autour de la notion de sacrifice, de procès et du partage. Je ne sais plus de quelle école elle tient ça, mais on a déjà eu l'occasion d'entendre cette formule de la bouche de Mabrouk. Pour Stéphane, c'est du Mabrouk réchauffé. Mais il n'osera jamais le répéter en présence de Nathalie. C'est vrai que cette approche nous a plus ou moins manqué pendant son absence. Elle recèle un côté pédagogique non négligeable. Pour Nathalie, Madame R semble avoir grillé les étapes. Alors qu'elle était sensiblement dans une situation de partage, c'est-à-dire en couple. Elle s'est retrouvée en peu de temps en situation sacrificielle, velléité suicidaire, pour éviter le procès étant tout à fait concret et par conséquent réalisé dans son cas dans le temple de la justice. Le dispositif que décline Nathalie peut se résumer ainsi. Dans des temps immémoriaux, il se trouve qu'un jour les membres d'une tribu ont décidé de mettre fin au pouvoir incontesté d'un chef. On peut aussi l'appeler le chef d'une horde. Primitive. Ce chef qui régnait sans partage fut sacrifié, mais ce n'est pas sans conséquence. À partir de là, les membres de la tribu et leurs descendants ont dû intérioriser une culpabilité. C'est le prix, selon elle, du ticket d'entrée dans notre monde. Seulement ce ticket d'entrée va être perdu, et il faut le retrouver pour pouvoir un jour en descendre. Attention au faux ticket. Un danger. La Terre peut repartir à tout moment alors que vous étiez en train de monter ou de descendre. C'est ainsi qu'on a compté de nombreux morts parmi la première vague, dont un seul a survécu d'après Mabrouk, Empédocle. C'est ce que Nathalie appelle une trajectoire phylogénétique. D'où tient-elle ça? On a une petite idée. On verra plus tard si Mabrouk va décider ou pas d'ouvrir ce chapitre. Ça ne sera pas la première fois. N'oublions pas que Nathalie reste, quoi qu'on en dise, son élève et la gardienne du temple, bien évidemment avec Jean-Louis. À partir de cet incident historique, ou mieux, anthropologique, on arrive donc très rapidement à l'instauration d'une dialectique post-sacrificielle. Il s'agit alors du temps du procès. Les places sont dès lors bien désignées. Mais on ne sait pas qui a hérité du fameux ticket. Alors que dans le sacrifice, il n'y a rien à dire. Dans le procès, il y a beaucoup de choses à dire, à charge ou à décharge de l'un ou de l'autre des protagonistes. C'est le deuxième acte. Le troisième consiste en le partage. On peut désormais s'identifier à l'autre qui a été rejeté ou décrié auparavant. Un ticket pour deux? On oublie aisément le ticket, et on lui substitue autre chose devant le constat que l'objet convoité n'est jamais le même. Et ça marche, selon Nathalie. Cette fois-ci, c'est presque le temps de la paix revenu. Le processus empathique ou identificatoire vient moduler et dynamiser les interactions pour en faire des expériences partageables. On peut très vite deviner d'où Nathalie tient ses galons, et surtout comment elle est capable de les mettre en valeur. C'est sa grille de lecture. On a plus ou moins compris que Madame R était un instant dans un partage tronqué, puisqu'elle tenait à tout prix à garder son compagnon, même au prix d'une culbute qui lui a fait courir un risque d'ordre sacrificiel. Très vite,
cette position a été battue en brèche par la découverte de l'escroquerie, et le procès s'imposa. Pour Nathalie, Madame R, dans sa tentative, a essayé d'échapper au procès en décidant de se tuer. Mauvais ticket. On se souvient que Mabrouk avait qualifié cette trajectoire par le suicide, de circuit court, et avait attribué au processus décrit par Nathalie ce qu'elle appelle le tracé phylogénétique, le circuit long. On a tous pensé que la caricature battait son plein, que ce soit du côté de Nathalie ou de Mabrouk. Mais l'idée est à prendre ou à laisser. C'est vrai, sur un plan pédagogique, ça facilite la compréhension. Si on a bien suivi Nathalie, sa patiente semble avoir essayé de remonter à contre-courant, à la manière du saumon, le circuit long. L'intention étant presque de mourir en fin de parcours. C'est très imagé, mais ça exclut totalement le sujet. Il faut entendre la psychopathologie de la personne. Nathalie a sans doute mis les choses en place, et il ne reste plus qu'à discuter de la situation. Qui va ouvrir les débats ? Habituellement, c'est Jean-Louis. Mais ça risque de changer du fait que c'est Nathalie qui est l'intervenant, et cadre de surcroît. Stéphane, pour cette fois-ci, va certainement prendre la température avant d'engager quoi que ce soit. Mamani, ne connaissant pas trop Nathalie, ne prendra pas trop de risques, surtout qu'on a dû la coacher à son sujet. Le docteur Pierre sans doute défendra la position de Nathalie. Tous les deux viennent de la même école. Ça désavantage par conséquent Jean-Louis. Personne n'a bougé. Il ne reste plus qu'au corps arbitral de prendre la décision qui s'impose. C'est à Mabrouk d'assumer ses responsabilités. Mais ça ne va pas être facile de départager, Nathalie avec ses assertions, son sésame et sa grille de lecture, et Jean-Louis qui semble pour l'instant réservé bien qu'ayant pris pas mal de notes. Mabrouk va certainement user de stratégie. On va dire qu'il va ménager la chèvre et le chou. Qui va être la chèvre et qui va être le chou ? On va le savoir très vite, alors ? Ta patiente semble avoir abattu toutes ses cartes. Que lui reste-t-il maintenant ? C'est une façon comme une autre d'inviter Nathalie à s'impliquer davantage. On a tous compris que les cartes dont il s'agit sont les cartes bancaires dont le numéro a été subtilisé. Acceptera-t-elle cette formulation ? Elle lui répond très vite que ça ne l'amuse guère de jouer avec les mots, et que sa démarche tient la route. Le léger grincement des planches, qui retentit lui a fait très vite baisser le ton de sa voix. Elle a sans doute compris. Oui, elle a certainement compris qu'elle a manqué de tact à son égard. On s'est dit qu'elle a peut-être perdu la main durant son congé. On ne parle pas à Mabrouk sur ce ton-là. Profitant de ce moment, Jean-Louis crut bon de lui venir en aide. Cherche-t-il à se réconcilier avec elle ? En tout cas, il a fait fort en s'adressant à Mabrouk. Si on te suit, on ira probablement jusqu'à faire parler le cryptogramme ? Stéphane ne put se retenir. C'est quoi encore ce cryptogramme ? Il est insensé. Il arrive au mauvais moment, et en plein carrefour de surcroît. Au lieu de laisser la réconciliation se faire et assister aux premières difficultés de Mabrouk, il vient de lui donner un sacré coup de main. S'il avait compris quelque chose à la démarche de Nathalie, il se serait tu. On dirait qu'il est au point pour le sacrifice. Mabrouk a évité la confrontation en demandant au docteur Pierre de dire un mot sur le cryptogramme. Impassible, imperturbable, le docteur Pierre ne dit mot nonchalamment. Il retire une carte bancaire de son portefeuille, la retourna et nous désigna les chiffres inscrits sur le dos de la carte. Stéphane s'exclama « C'est tout ?» Pierre lui répondit calmement « Oui ». Le calme de Pierre n'a vraiment pas suscité l'adhésion de Mabrouk. Il ne semble pas avoir accepté qu'on traite de la sorte la question posée à Nathalie. Je tiens à préciser les choses. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Certes, Nathalie nous a développé une certaine clinique en rapport avec la détresse et la souffrance de la patiente, mais je tiens à vous dire qu'il ne faut jamais se départir des fondamentaux. Un lieu où les choses se déroulent, des forces qui s'y affrontent et une énergie qui y est dispensée. Ce que nous propose Nathalie correspond sans doute aux prémices du décor dont je viens de vous donner les constituants. Ce que Nathalie ne nous a pas dit, c'est que l'intériorisation d'une culpabilité est probablement la naissance d'un lieu. À partir de ce moment, tout peut arriver dans cet espace. C'est un lieu habitable et susceptible de receler l'avouable et l'inavouable. Ses limites sont posées mais pas de façon définitive.
Ce qui sourde de ses limites peut éventuellement être partagé ou réfuté. Je ne vous cache pas que j'ai pris la grille de Nathalie l'autre jour, j'ai lu et relu. Sans mes lunettes, ce n'était pas très clair. Récemment, j'ai reçu ma nouvelle paire de lunettes, que vous connaissez tous depuis peu, et la lecture a été tout autre. C'est celle que je viens de vous proposer. N'oubliez jamais le premier métier de Spinoza. Ce n'est pas une plaisanterie. Son propos a l'air péremptoire mais l'histoire de Spinoza est assez discordante. Stéphane ne put s'empêcher de me chuchoter à l'oreille. Ce qu'il a développé là n'est que la première topique de Sigmund Freud, bien sûr à sa sauce. Par contre, l'histoire de Spinoza ne me dit pas grand-chose. Il a certainement voulu nous faire un croche-pied, persuadé que personne ne pigera. Nathalie ne semble pas accepter le fait accompli. Voulez-vous me dire si tout ça peut aider ma patiente ? Les cartes, les chiffres, le cryptogramme, Spinoza et consorts, ça m'apporte quoi ? Sans vous offenser, je sais bien, c'est vous qui nous avez appris que Spinoza a été polisseur de verre. Est-ce que les verres que vous portez vous viennent de Spinoza ? Il y a sûrement un truc, comprends pas. Certes, j'ai été absente quelques mois, mais je n'ai pas entendu que Spinoza était de retour. Pour moi, ce n'est pas loin du n'importe quoi. Maintenant on a compris l'affaire de Spinoza. Ça ne nous étonne pas que Nathalie puisse débrouiller l'affaire. Personne n'ignore qu'elle a une culture de taille. Mais que va-t-il lui répondre pour sa défense ? T'es gentille Nathalie, mais ce n'est pas parce que tu as mis ta grille en place que t'es devenu subitement Abraham. Il va fort Mabrouk. Il ne l'épargne pas pour une première présentation, après une bonne absence. Il blasphème. Et encore, tu as prétendu que ses parents étaient prêts à l'aider psychologiquement mais sans doute pas matériellement. Je pensais que son affaire, psychologique te revenait de droit, n'est-ce pas ? Ce qui m'aurait intéressé, n'est pas la matérialité des faits, il ne trouve pas ces mots. C'est nouveau, et j'insiste, c'est son état psychologique. Car les faits matériels, quelle que soit leur valeur, sont si échangeables que la plus-value risque de les emporter à tout moment. Mais je te l'accorde, même si tu ne l'as pas précisé, que c'est une affaire de chiffres. Le chiffrage est sans doute pour quelque chose. Tiens, il est devenu expert comptable maintenant. Le matériel n'est pas du chiffre à son avis. Et les chiffres, ça reste tout de même important pour lui. La tête nous tourne. Nathalie montre des signes de nervosité. Il s'est aperçu de ça, et comme s'il craignait un dérapage, il la calme très vite en lui disant que son approche est tout à fait structuraliste. Il a semblé dévier de sa trajectoire. Change-t-il de terrain ? Après Spinoza, voilà que Claude Lévi-Strauss est invité. Ce n'est pas par esprit de contradiction que je tiens à repréciser les choses, mais sache que ta patiente a accumulé du chiffre. Par exemple, en subtilisant différents numéros de carte bancaire des usagers, elle a dû à un moment ou un autre s'arrêter à une carte. La deuxième, la troisième ou la quatrième, je ne sais pas. Ça a certainement de la valeur. Elle s'est payée des voyages, peut-être pas n'importe quel voyage. Elle est peut-être allée très loin, ou peut-être moins loin qu'on pouvait le penser. Elle a accumulé une somme de dettes, que j'ignore. Cette somme est évidemment une somme de chiffres. Si l'on traitait la question comme une simple escroquerie, Madame R se verrait complètement écartée en tant que sujet. C'est ce que je ne souhaite pas. Et la question que je me pose, puisqu'il est tard et ça sera probablement le mot de la fin, même si on pourrait reprendre éventuellement la discussion si tout le monde est d'accord, qu'est-ce qui appartient véritablement à Madame R dans ce qu'elle a subtilisé ? Il s'agit là de procéder, à mon avis, à une division. Pour ce faire, il faut trouver le bon dénominateur. C'est fini. Pas un mot de plus. Les jeux sont faits. On quitte le bureau de Mabrouk, la plupart de nous la tête dans les chaussettes, à une exception près, Jean-Louis. Il n'avait pas l'air fatigué mais plutôt tendu. Ce jour, il a quitté l'hôpital une cigarette à la bouche, lui qui avait presque arrêté de fumer. On pourrait facilement dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On espère tous que ce genre d'intervention ne se répète pas de la sorte. Mabrouk n'a pas respecté la règle. Normalement, il ne doit pas intervenir à tout bout de champ. C'est peut-être qu'il a voulu accueillir Nathalie ? Stéphane, qui ne rate jamais une occasion pour détendre l'atmosphère, a commencé par suggérer d'apprendre la table des divisions pour la prochaine fois.
Le docteur Pierre ne s'est pas empêché de lui répondre qu'il avait plutôt intérêt à chercher du côté de sa propre division. Ça doit avoir un rapport avec je ne sais quel séminaire, article ou ouvrage. C'est probablement un message codé. On sait que le docteur Pierre est très orthodoxe dans sa pratique, et n'aime pas franchement les allusions que fait souvent Stéphane quant au séminaire. Le docteur Pierre a tendance à réfréner l'enthousiasme toujours débordant de Stéphane, qui avec ses 25 ans pourrait être son fils. Stéphane pense que le docteur Pierre ne l'aime pas. Il lui arrive parfois de ne pas épargner le docteur, c'est comme ça qu'il l'appelle, mais jamais directement, et toujours en se moquant un peu, Pierre qui roule à masse-mousse avec une main gauche. On a compris qu'il s'agit d'une allusion à la main gauche du docteur, qui ne sort que rarement de la poche où réside la pipe dont le docteur semble dépendant. Pierre est déjà devant, bien à l'extérieur. On entend à peine le bruit que fait sa bouche réclamant plus de fumée à une pipe, qu'il veut tenir à l'abri des regards. Son sérieux habituel se dissipe très vite quand il s'agit de fumer, et sa volonté se retrouve vite anesthésiée par ce qu'il appelle une consommation modérée. Ouir. Le temps passe vite. À peine le mercredi de la semaine passée, digéré, voilà que nous nous retrouvons dans la même disposition ou presque. Les places sont occupées de manière aléatoire, sauf pour Nathalie et Jean-Louis. Pas un rayon de soleil n'arrive à traverser la porte-fenêtre qui occupe une bonne partie du mur en face de l'entrée principale. Donc pas de bousculade pour aller prendre place à l'endroit susceptible de recevoir les premiers signes d'une éclaircie. La météo est catégorique. Il va pleuvoir toute la journée. On est au mois d'octobre. C'est Stéphane qui va nous présenter une nouvelle situation clinique. Personne n'est au courant du contenu de sa présentation. On n'est pas à l'abri d'une surprise, sachant qu'il a une complicité, évidemment indirecte, avec Mabrouk. On peut imaginer quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Mais ce n'est pas certain. On peut s'attendre à tout avec lui. Ces exagérations pourraient être tempérées par Jean-Louis. Ce dernier ne semble pas bien le supporter ce jour. C'est assez surprenant. Serait-il jaloux de l'amitié qui lierait le père de Stéphane à Mabrouk ? On n'en a aucune certitude, bien que Stéphane entretienne le doute sur cette amitié supposée. Tout le monde est en place, on attend que Stéphane se décide à parler. En général, il commence par une sorte de périphrase ou digression pour nous mettre l'eau à la bouche. Ça peut marcher comme ça peut rater totalement. C'est souvent quitte ou double. Cette fois-ci, il se propose d'interroger le propos d'une patiente qu'il avait rencontrée auparavant. On ne s'entend plus docteur. Ce propos est venu manifestement motiver le passage à l'acte suicidaire de la patiente. 55 ans, mariée et mère de 3 enfants, elle n'a aucun antécédent particulier. Il s'agit d'une première tentative de suicide. On a plus ou moins compris qu'on pouvait s'attendre à ce que Stéphane déroule un tableau clinique, où nous serions confrontés à un passage à l'acte qui a fait suite à l'accumulation de mésententes dans un couple, ou une rupture qui ne pouvait pas se faire normalement. Cela aurait amené Madame Z à attenter à sa vie. Ici c'est le propos même qui suggère la cause, on ne s'entend plus. Ce dernier va sans doute être analysé par Stéphane. C'est plus que probable. J'ai juste oublié de signaler la présence de Nabil. C'est le collègue d'Inès qui, de temps à autre, assiste à nos présentations. Il a souvent préféré se garder d'intervenir, adoptant une position plutôt neutre. On va dire écoutante. C'est le terme tout trouvé par notre peau de vache. Nabil a promis à l'équipe de participer dès que possible, en proposant un cas clinique si toutefois Mabrouk daigne l'inviter à le faire. À ce jour, on attend toujours qu'il le sollicite. Nabil ne semble pas aussi discret que sa collègue Inès. Il est plutôt bavard en dehors des présentations cliniques, et cherche davantage le contact. Mabrouk ne semble pas avoir provoqué sur lui un quelconque effet inhibiteur. C'est plutôt un jeune homme à première vue extraverti. Il semble s'intéresser beaucoup à l'agitation aux urgences. Peut-être qu'on tient là un candidat à une intervention prochaine sur ce sujet. En apparence, il a l'air très volontaire. Pour nous, plus il y a d'intervenants extérieurs, moins on est sollicité et donc moins on est confronté à Mabrouk. Ce n'est pas inintéressant. Espérons seulement que Stéphane ne fasse pas fuir Nabil par une intervention hermétique ou alambiquée.
Stéphane énonce le propos de la patiente et nous invite à nous poser la question suivante. Est-ce que la phrase proférée par sa patiente ne peut pas être prise au pied de la lettre? C'est parti. Il va essayer de nous embrouiller. A-t-il encore ouvert un des livres de son père dénommé Séminaire, et qui est affublé d'un chiffre romain bien incrusté dans le titre? C'est possible. Quoi qu'il en soit, on peut déjà supposer que le fait de ne pas entendre l'autre peut amener quelqu'un à mettre sa vie en danger. Cela dit, Stéphane nous suggère à dessein qu'avoir de grandes oreilles pourrait sauver la vie? Comme tout le monde semblait légèrement dubitatif, il essaya de décrisper l'atmosphère. Ma patiente n'est pas d'origine portugaise, mais elle possède des Portugaises en bonne santé. Pour celui qui a compris quelque chose, il a tout gagné. Le docteur Pierre a souri, et Sarah n'a pas pu retenir un rire. Il faut dire que Sarah est d'origine portugaise. Quel rapport? Il n'y a qu'elle qui peut le dire. Il faut aussi ajouter que Stéphane entretient une certaine affinité avec Sarah. Mais ça ne va pas au-delà d'une relation professionnelle. Mabrouk aurait certainement réagi promptement s'il ne s'agissait pas d'une intervention du deuxième mercredi. Seuil de tolérance en hauteur? On peut déjà supposer que Stéphane a été probablement inspiré par le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. Évidemment, c'est quelque chose qu'on devine mais qu'on ne dit pas. Aborder ce sujet en présence de Mabrouk, ce serait aller droit dans la gueule du loup. On peut néanmoins penser qu'il ne résistera pas longtemps avant d'intervenir, ce qui gâchera probablement la suite de l'intervention. Stéphane n'échappera pas au procès de toutes les façons, mais le plus tard possible sera le mieux. Enfin, nous n'en sommes pas encore là. Stéphane revient vite à une meilleure disposition en disant que la patiente déclare ne plus s'entendre avec son conjoint, et plus exactement, on ne s'entend plus. Voilà qu'il semble toujours et encore appâté pour revenir au procès qu'il souhaite intenter à la phrase prononcée par la patiente. Il nous a assuré que les audiogrammes du couple n'étaient pas perturbés, et se demande si une véritable surdité n'aurait pas favorisé une meilleure entente. Mais son propos ne semble pas le satisfaire et il relance. Comme vous voyez, entre bien entendre et être sourd, il reste pas mal de marge. Et ma suggestion, certes surréaliste pour certains, ne tiendrait pas. Mais pourquoi? Je vous dirai ça tout à l'heure. Il semble mimer Mabrouk. Jean-Louis va-t-il le laisser faire? On ne peut pas dire que ce dernier ait fait quelque chose pour l'instant. Le champ semble tout à fait libre pour Stéphane. Jean-Louis n'éprouve donc aucune jalousie vis-à-vis de lui, mais très probablement à l'adresse de son père. Nabil montre des signes d'impatience. Lui, qui semble avoir eu beaucoup à faire avec la psychopathologie de l'agir, sait très bien qu'il doit se tenir à carreau. Ce n'est pas sa première présence à une intervention du mercredi. On croit savoir qu'il est dans le même club de foot que Jean-Louis. Jean-Louis étant le président. Il n'est pas arrivé à cette présentation sans quelque relation. Stéphane va poursuivre en déclarant que le propos de Madame Z recèle déjà le dénominateur commun du malaise dans le couple. Il ajoutera que pour le commun des mortels, c'est somme toute banal, si ce n'est la gravité du geste derrière lequel se loverait, selon lui, une demande. Quelle demande? Il ne semble pas prêt à répondre à cette question. À cet instant, Nabil s'est senti investi d'une mission, intervenir à la place de Jean-Louis. Le geste qu'il a fait de sa main droite à l'adresse de Stéphane en était le signe annonciateur. D'un regard, Jean-Louis semble vouloir l'en dissuader mais les mots de Nabil ne sont plus dans sa bouche, ayant dépassé son geste. On pourrait même dire que ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Stéphane acquiesça, mais ne répondit pas directement à Nabil qui venait de s'enquérir s'il y avait une offre possible à cette demande. Stéphane éluda, sachant que Jean-Louis pouvait lui sauter dessus à la moindre réponse incontrôlée. Il se limita à dire qu'il ne traitait pas de finances, mais d'un marché beaucoup plus complexe. Mais il lui accorda quand même qu'il s'agissait d'un problème économique. Tout le monde aura compris qu'il s'agit d'une économie de nature psychique, lieu de prédilection qu'affectionne Stéphane, bien loin pourtant derrière Mabrouk. Le docteur Pierre et le docteur Mamani se regardèrent, et soufflèrent d'un seul tenant sur la bougie invisible qui aurait pu être devant eux. Ils ne semblaient vraiment pas d'accord avec l'intervention de Nabil. On le sait, ils sont avertis qu'il ne fallait absolument pas donner à Stéphane du grain à moudre. Plus tard,
Le docteur Pierre nous dira qu'il allait voir avec Jean-Louis, après l'autorisation de Mabrouk, pour que l'intervenant ne puisse pas être interrompu avant d'avoir terminé de parler. Il aurait également souhaité que les responsables, en l'occurrence Jean-Louis et Nathalie, puissent être plus attentifs au respect du cadre. Stéphane, dans son intérêt, avait bien compris qu'il fallait faire en sorte que son intervention ne perdure pas. L'intervention de Nabil et l'attitude de Jean-Louis risquaient de prendre de l'ampleur. Il finira son propos par une nouvelle question qui convoqua encore une fois la demande. Pourquoi une telle demande est invitée en ce lieu où le vacillement de Louis a fait acte? Jean-Louis prit la parole et demanda si quelqu'un souhaitait intervenir. Nabil semblait prêt à bondir de sa place, mais se calma très vite devant l'indifférence affichée par Jean-Louis. Il était clair que Jean-Louis ne souhaitait pas qu'il intervienne. Nabil reprit sa posture d'avant et se recroquevilla légèrement sur sa chaise. Son air détaché était tout de même contredit par un nouveau geste de la main droite qui cherchait cette fois-ci après sa main gauche, et qui ne réussit pas du premier coup à l'atteindre. Une fois les deux mains solidaires, les regards se détachèrent de lui et il retrouva ainsi un air apaisé. Il n'intéressait plus personne désormais. À qui le tour pour intervenir? Peu de volontaires. Jean-Louis finit par dire à Stéphane que son intervention n'était pas inintéressante, mais qu'il n'avait pas pris le soin de circonscrire véritablement le sujet dont il s'agissait. Il lui fit aussi le reproche de s'être un petit peu dispersé. Il aurait pu se contenter d'honorer ce qui était prétendument le sujet de son intervention. Garder en ligne de mire le propos de Madame Z, il finit par reprendre son air pragmatique. Quand on ouvre une porte, on prend le soin de la refermer. Waouh! C'est nouveau. Mais nul ne doute que ces propos sont sous-tendus par quelque quête à l'adresse de Mabrouk. Mabrouk ne semblait pas impatient. Il est au-dessus. Il trône, même s'il est légèrement à l'écart durant l'intervention du deuxième mercredi. Il est capable même de dire que ce n'est pas son affaire. Tout le monde attend son intervention. C'est un rituel. Aucun bruit et aucun mouvement de sa part. Ce n'était pas encore intenable. Il sait jouer avec nos nerfs. Mais c'est tout à fait supportable, contrairement aux présentations des autres jours, notamment la présentation du premier mercredi et particulièrement celle du samedi. C'est presque une sorte d'entracte pour nous. Entre-temps, Jean-Louis fait du bruit avec les pieds de sa chaise. C'est probablement une sorte d'acte manqué, ce qui dénote une certaine impatience. C'est presque une demande à l'adresse de Mabrouk, autrement le cadre risque de vaciller. 5 sur 5. Mabrouk a entendu, Stéphane. Tu nous as dit tout à l'heure que tu allais nous entretenir sur la demande de Madame Z. Qu'en est-il? C'est simple et concis. Il doit honorer l'équipe avec une réponse, qu'on espère claire, même si on en doute un peu. Car ce qui est clair pour Mabrouk l'est rarement pour nous. Stéphane n'est pas surpris. Il a sûrement préparé son coup. En effet, il ne prit presque pas le temps pour réfléchir et déclara qu'il n'envisageait absolument pas, d'un côté quelqu'un capable d'ouïr à tout bout de champ et de l'autre, un sourd incapable d'entendre. Dans les deux cas, le risque est le même. Celui qui entend tout risque d'étouffer sous le poids des mots, alors que le sourd risque de creuser un sillon dans le silence et crouler à son tour. Il ajouta : « Je serais incapable de développer plus loin mais je suis obligé de répondre à la question. Je vais plutôt essentialiser, tiens, un mot savant, en vous disant que l'essentiel ce n'est ni entendre ni ne pas entendre, mais plutôt le malentendu. Les deux bords que j'ai fixés à dessein ne tiennent que par ce subterfuge, qui n'en est pas un véritablement. Ce malentendu est l'efficace du couple, et sa déchirure fait douter de sa propre présence dans ce monde. » Subrepticement, Stéphane souffla à sa voisine. Est-ce l'autre face du fameux sauf-conduit permettant de prendre pied sur terre que proposait Nathalie mercredi lors de la présentation? Les chiffres ne sont pas les bons? Il n'en dira pas plus pensant que Mabrouk risquait de l'entendre. Mabrouk, pour une fois, avait l'air partagé. Qu'allait-il lui répondre à Stéphane, d'autant plus qu'il restait peu de temps? Il revint très vite à lui pour dire qu'il s'en était sorti pas trop mal quant à la stratégie adoptée. Il s'y retrouve probablement. Lui et le père de Stéphane fréquenteraient la même crèmerie. Et ajouta : « Mais tu as néanmoins manqué d'efficacité quant au traitement que tu infliges à certains concepts. Je reconnais que tu as essayé, mais je ne peux pas dire que tu avais la moindre chance d'aboutir.
C'est un volumineux travail. C'est vrai que s'agissant d'une intervention du 2e mercredi, tu avais le droit de prendre une certaine liberté. Sauf que tu en as un peu abusé. Je n'encourage pas ça dans l'absolu, mais je reste sensible aux efforts. Je ne crois pas que j'irai plus loin. Je ne terminerai pourtant pas mon propos sans me référer à une des formules princeps qui dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est une formule qui parle à plus d'un, mais ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. C'est juste pour me donner une certaine liberté. Il s'agit en fait d'une formule princeps qui convoque tous les sens, même les absents. Le désir s'ébauche dans la marge où la demande se déchire du besoin. Je vous renvoie ainsi à vos ouvrages, à moins que quelqu'un ne soit pas d'accord avec cette assertion. Elle est de Jacques ? Mais de quel ouvrage parle-t-il ? Il y en a qui sont mieux servis que les autres, pour ne pas dire mieux lotis que les autres. Ce ne sont pas des paroles en l'air. On a bien vu qu'il avait été tendre avec Stéphane. Il faudra que la prochaine fois, il fasse un rééquilibrage. Jean-Louis est légèrement déficitaire par rapport à Stéphane. Pour notre invité du jour Nabil, il est averti. Ça va peut-être le servir pour l'intervention qu'il semble avoir l'intention de faire un de ces mercredis. Il attend toujours avant de séduire la peau de vache. Qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça, la patiente de Stéphane ? Mabrouk vient de lui livrer la formule magique pour autopsier la demande de sa patiente. On a l'espoir que sa patiente va s'en sortir assez rapidement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Elle a critiqué son geste très rapidement et son mari a fait l'effort de se rapprocher d'elle. Le docteur Pierre n'a pas raté cette occasion. Le conjoint de la patiente de Stéphane s'est rapproché de sa femme. Elle va enfin pouvoir l'entendre, mais cette fois-ci il doit faire attention à la prosodie. Mais de quelle prosodie s'agit-il ? Chut. Ils sont déjà ensemble. 36 ans et un virus. Nathalie semble avoir retrouvé ses habitudes. On a un peu plus de stagiaires depuis qu'elle est de retour. C'est très visible, mais ce n'est pas sans inconvénient. Il y a maintenant les stagiaires de Jean-Louis et les stagiaires de Nathalie. Jean-Louis est légèrement désavantagé en ce qui concerne le nombre. Il ne peut compter que sur Mabrouk pour rééquilibrer en cas de besoin. Il y a une certaine rivalité entre les deux groupes. Chacun des deux semble tout faire pour que ses élèves réussissent mieux que les autres. Ça fait partie du jeu des institutions. La matinée a été quelconque pour ne pas dire ordinaire. Tant mieux pour nous. Après, il s'agit de retrouver une nouvelle fois Mabrouk pour la présentation du mercredi. Aujourd'hui c'est le docteur Pierre qui s'y colle. Ça va être certainement académique. Le docteur Pierre est un praticien respecté et avec beaucoup d'expérience. Il a roulé sa bosse. On sait peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il a fréquenté la même chapelle que Nathalie. C'est tout. Ah. Un oubli, le docteur Pierre ne boit pas de café. Ce qui le met à l'abri de nos conflits de trésorerie. Il boit du thé qu'il ramène de chez lui. Nathalie peut le taquiner quand elle le traite de gentleman. Je ne sais pas si c'est à cause de la pipe qu'il fume. Il sent parfois le cigare mais c'est très rare. Il se vexe vite quand on le lui fait remarquer. C'est probablement à cause de Nathalie qui, ayant arrêté de fumer, semble l'inciter à laisser tomber le tabac. La patiente qui va être présentée a été vue également par Nathalie. Il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années, hospitalisée suite à une tentative de suicide par arme blanche. Elle s'est poignardée au niveau du ventre. Le docteur Pierre nous explique que cette patiente est persuadée d'avoir contracté une hépatite et avoir contaminé son copain, et aussi son par exemple. Voilà donc la situation en résumé. À son admission, il n'y avait aucun élément en faveur d'une infection virale. Son discours était tout autre. Je suis complètement fatigué, je n'arrive pas à travailler, j'ai une asthénie, mon médecin a pensé à une hépatite. J'ai été faire des examens et j'attends les résultats. Mon copain vient de me quitter et j'ai peur pour lui. Qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Si ça se trouve, je l'ai contaminé. Le docteur Pierre décrit une patiente dont l'état général est conservé. Elle est anxieuse mais sans véritable tristesse. Elle est difficilement consolable par son entourage. Les résultats sérologiques sont arrivés le lendemain. Ils étaient négatifs. Ceci ne semble pas avoir rassuré la patiente. Elle doute,
ne comprenant pas pourquoi elle est fatiguée. Madame R travaille et n'a pas d'enfant. Elle aimerait bien en avoir mais c'est peut-être trop tard, dit-elle. Elle ajoutera « Au moment où le projet était sur le point de se concrétiser, je suis abandonnée. Qu'est-ce que je peux faire ?» Pour l'instant, le docteur Pierre ne propose aucune piste. Nathalie n'ose pas intervenir. Il faut dire que le docteur Pierre tient à sa position de docteur. Il aime bien garder les rênes entre les mains. Il est de la vieille école, disent certains collègues. Ça ne le dérange pas. Il est très sûr de lui. Stéphane tente une incursion en demandant si sa blessure était profonde, et à quel endroit elle se situe avec précision. Il s'inquiète pour elle. Il a certainement raison. C'est Nathalie qui va lui répondre. Pierre lui a déjà fait signe. Et apparemment la question de Stéphane ne semble pas l'interroger plus que ça. Nathalie nous explique que la patiente est passée au bloc opératoire et a été suturée sur 2 plans. Ce n'est donc pas une petite coupure. Pour ce qui est du lieu, elle nous dira que Madame R s'est blessée au bas-ventre et a pratiquement choisi la ligne blanche. Mais ce lieu serait totalement incident selon elle. Selon le docteur Pierre, son geste n'était pas franchement prémédité, car il n'a pas noté d'éléments en faveur d'une préparation du geste. Il déclare que la patiente a été affectée par le départ de son compagnon, que l'équipe n'a pas rencontré. Elle a une nouvelle relation. La rupture avec son ex date de quelques semaines. Elle l'a appelé pour lui dire qu'elle a sûrement une hépatite, et qu'il fallait qu'il aille voir un médecin. Quelques jours après, elle l'a rappelé pour savoir s'il avait fait le nécessaire. Elle essuya une fin de non-recevoir. « Tu débloques ou quoi ? Va te soigner. » La description que fait Pierre, ou plus exactement le docteur Pierre, a l'air peu empathique selon Jean-Louis. Jean-Louis est donc bien présent. Pourtant, Nathalie le tenait en respect. Pour Nathalie, le docteur Pierre est un ami d'école. Elle est la seule qui ne l'appelle jamais docteur, et qui le tutoie aisément. Mabrouk ne bronche pas. Il ne va pas se mêler des affaires du docteur Pierre. Il viendra probablement au secours de Jean-Louis, si nécessaire. Le docteur Pierre ne manqua pas de lui répondre « C'est ton point de vue », ce qui tempéra les prétentions et la vigilance de la sentinelle Nathalie. Le docteur Pierre n'a besoin de personne pour le défendre. Il aime bien se montrer charismatique, mais c'est en vain. Il lui arrive d'être convoqué par Mabrouk. Une fois dans son bureau, on entendait facilement ce qui avait l'air d'être une engueulade. Ce n'était pas la voix du docteur qu'on entendait. Une confidence de Nathalie à la secrétaire. Pierre est le fils d'un ORL très connu de la capitale. Mais il ne porte pas son nom. Du coup personne n'ose en parler. Encore un soi-disant non-dit. Il y en aura probablement d'autres. Qui sait ? Il faut dire que le jour où Nathalie s'est confiée à la secrétaire, elle avait un peu bu. C'était le jour du pot de départ de l'ancien cadre de l'unité. Il était très tard le soir. Nathalie était restée pour donner un coup de main. Il s'agissait de débarrasser la salle. Pour le docteur Pierre, le geste de Madame R est impulsif. Il pense que 2 ou 3 jours d'hospitalisation vont lui permettre de prendre de la distance vis-à-vis du passage à l'acte, et espère une élaboration conséquente. Il pense qu'elle est accessible et mobilisable. Et par conséquent elle pourrait bénéficier d'une psychothérapie. Il lui trouve un petit côté théâtral, mais sans plus. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. De quelle théâtralité parles-tu ? Madame R s'est bien blessée avec un couteau, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une surprise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.